L'histoire commence dans une ville détruite et une alerte à la radio informe que plusieurs monstres de classe 4, appelés Belto, sont apparus au carrefour de ces deux monts. À ce moment précis, l'équipe du maître lancier Gamme 100 classe 2, se dirige vers la bataille. En fait, plusieurs Belto se trouvent dans la ville et le lancier est face à face avec un énorme monstre. Cependant, ils commencent à se rassembler et à libérer une puissante rafale de vent qui intimide Gamme 100, car recevoir cette attaque de vent de 10 monstres en même temps donne l'impression que ses tympans pourraient exploser. À ce moment, un éclair traverse le ciel, frappant au-dessus de la direction des monstres. Le lancier est déconcerté par ce qu'il voit, car un éclair est apparu de nulle part, et au même instant, les têtes de tous les monstres ont été coupées. Le lancier observe cela sans comprendre ce qui s'est passé, car tous les Belto devant lui ont été éliminés en même temps. Son compagnon le félicite d'avoir éliminé autant de monstres à la fois. Cependant, il dit qu'il n'a rien fait, surtout parce qu'il n'est pas un spécialiste des attaques de grande envergure. Elle est confuse et demande qui c'était. Il dit qu'il ne sait pas et se demande s'il existe une autre unité que la leur. Elle répond que non, car elle n'a entendu parler d'aucune autre. Gamme 100 devient pensif car, à sa connaissance, il n'y a personne dans le pays avec ce niveau de compétence. À ce moment, la fille remarque quelque chose et commente que celui qui a tué les monstres a laissé les pierres magiques derrière lui, et elle ne comprend pas car elles sont extrêmement précieuses. Cependant, le capitaine ne pense qu'à la coupe parfaite sur les têtes des Belto, car c'est certainement l'œuvre d'un éveillé de rang A ou même de rang S, et il ne comprend pas quel était le but puisqu'ils ont tué les monstres et ont disparu sans laisser de traces. Il arrête de réfléchir un instant et demande de collecter les pierres magiques et de contacter le quartier général pour appeler l'équipe d'élimination des cadavres. Puis il remarque quelque chose à côté de lui et voit que c'est un restaurant. Il commente que celui qui était l'éveillé qui a tué les monstres, s'il avait raté la coupe, la viande de monstre serait probablement tombée dans ce restaurant. Et pour cette raison, il pense que le propriétaire a eu beaucoup de chance. Puis il s'étire et dit qu'ils vont partir car il a envie de boire un verre. Pendant ce temps, près de l'endroit, l'animateur apparaît en descendant les escaliers et, après avoir atteint la rue, se dirige vers le restaurant. Après être entré, il allume le feu et met une marmite à chauffer. Puis il va chercher la viande et la place sur la table. Il observe un instant et se demande s'il n'a pas coupé trop de viande de Belto. Puis il imagine que les cadavres de ces monstres doivent déjà avoir été ramassés, et pour cette raison, il pense qu'il est intéressant de faire du jerky. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte en l'appelant. Il reçoit le visiteur qui dit qu'il est de l'association des éveillés et veut savoir si la personne qui se trouve ici est CHUL Ocagne. L'animateur répond que c'est lui, et l'homme va droit au but en disant qu'il veut parler des nombreux Belto qui ont attaqué la zone plus tôt. Et bien qu'il pense que c'est bien que les monstres aient été rapidement maîtrisés, il croit que tout le monde dans la région a eu un peu peur et, pour cette raison, dit qu'il est là pour vérifier si des dommages ont été subis. L'animateur dit qu'il comprend, bien qu'il ne pense pas que ce soit grave, car le monde est comme ça depuis un certain temps. Il commente que c'est vrai même si le monde s'est stabilisé ces derniers temps et pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas de résidence à proximité, donc les dommages sont minimes. À ce moment, il sent quelque chose de différent et dit que quelque chose sent vraiment bon. CHUL répond que c'est normal puisque l'endroit est un restaurant. L'homme devient embarrassé en entendant cela et avoue qu'il aimerait manger un peu puisque l'endroit est ouvert et qu'il court partout depuis ce matin. L'animateur aime ce qu'il entend et lui dit d'entrer. L'employé de l'association est surpris de voir l'intérieur du restaurant, le trouvant similaire au drame diffusé avant l'apparition des portails. L'homme demande un menu, et CHUL dit qu'ils n'ont pas de menu car ils cuisinent en fonction des ingrédients qu'ils parviennent à obtenir chaque jour. L'animateur commence à préparer et dit que le menu du jour est steak de Belto. L'homme est surpris d'entendre ce nom et commente qu'il doit parler des monstres de plus tôt dans la journée et explique que grâce au maître Gamme 100, les monstres ont été vaincus et la viande est probablement allée au marché. CHUL, tout en préparant la nourriture, confirme et dit que grâce à cela, il a pu obtenir une bonne quantité de viande fraîche de Belto. L'homme commence à s'inquiéter car même si cela ressemble à de la bonne nourriture, il n'a jamais imaginé manger soudainement un steak comme celui-là et ne sait pas s'il a assez d'argent pour payer. L'animateur commence à couper et à assaisonner la viande. Se souvenant de ce qui s'est passé il y a 30 ans, Chulo s'est réveillé et a été convoqué dans un autre monde où des dragons volent et des monstres errent. Et en bref, il a été convoqué dans cet autre monde. Il a dû se battre pour survivre. Et après avoir gagné en force, dépassant même les dragons, il a finalement réussi à vaincre le roi démon. Grâce à cela, il a pu retourner sur Terre, mais la ville qu'il connaissait n'était plus là. Tout en assaisonnant la viande, il imagine que pendant les 30 années qu'il a passées dans l'autre monde, il a combattu le roi démon et a vu tellement de monstres qu'il en a eu marre. Et à cause de cela, il a maîtrisé toutes leurs caractéristiques, leurs faiblesses et la façon de les combattre parfaitement. Mais en voyant les gens après son retour, il s'est demandé s'il était nécessaire d'intervenir à nouveau. Il continue de préparer le plat tout en imaginant que les habitants de la Terre, avec leurs propres moyens et règles, protègent le monde. Terminant ses pensées, il verse la sauce sur la viande et sourit car c'est enfin terminé. Le steak de Belto était prêt. Ce jour-là, le plat principal était la poitrine de Belto et la sauce était au lait de kohl. Les yeux de l'homme s'illuminent car au début,
il voulait juste se remplir l'estomac, mais il n'avait jamais imaginé que le plat aurait l'air aussi incroyable. Il décide de prendre une bouchée, et après avoir mâché, il commente que le plat est incroyablement juteux, pensant que les beltos ont été une vraie galère ce matin, mais maintenant il se sent détendu. Il décide que ce n'est pas le moment de trop réfléchir et retourne manger, en savourant chaque bouchée. Émerveillé par le steak, il ne se soucie plus beaucoup du prix car il veut se faire plaisir un peu ce soir. Alors après avoir mangé, il demande un autre steak de belto. Après avoir mangé à nouveau, il se lève et demande l'addition. L'animateur explique qu'il ne fait pas payer ses premiers clients. Il refuse cela car c'était bien trop délicieux et avoue qu'il a trouvé la nourriture réconfortante et a senti toute sa fatigue disparaître. Alors il garantit qu'il reviendra et veut payer pour ce qu'il a mangé. L'animateur sourit et répond que s'il insiste, ce sera 10 pièces d'argent. Immédiatement, Choi paye et remercie encore une fois pour le repas. Mais avant de partir, il a demandé à l'animateur de rester en sécurité car, dans le monde actuel, ceux qui ne sont pas éveillés traversent des épreuves. Et pour cette raison, il lui demande d'évacuer la prochaine fois que des monstres apparaîtront près du restaurant. Il lui remet ensuite une carte et dit que même si les cafés, les bars et les marchés ont commencé à se rétablir, c'est toujours dangereux. CHUL regarde la carte et commente que c'est vraiment une époque difficile pour les non-éveillés. Et après le départ de Choi, il se dit que le fonctionnaire n'est pas un mauvais gars et espère qu'il vivra longtemps. Il coupe ensuite un morceau de steak et après avoir mangé, se sent soulagé que ce soit vraiment savoureux. Il pense que c'était une autre journée paisible et prévoit de boire quelque chose pour se détendre. Il envisage également de faire des collations avec les œufs de belto qu'il a achetés ce jour-là ou de les cuisiner. Soudain, quelqu'un se présente au restaurant en frappant à la porte, et un gars aux cheveux roux annonce qu'il a enfin trouvé l'animateur qui a l'air confus, ne comprenant pas ce qui se passe. Le garçon crie qu'il est là pour reprendre ce qui lui appartient. Quelques heures plus tôt, au marché traditionnel de Siodimon, l'animateur se promène tandis que les gens autour de lui achètent des médicaments à base de belto cuit et achètent des monocristaux à des prix élevés. Il imagine que depuis l'apparition des monstres, le bœuf et les légumes frais sont devenus des aliments essentiels, il est donc devenu difficile de trouver des ingrédients de base. Les humains n'ont d'autre choix que de se nourrir de monstres, et beaucoup de gens ont manifesté une résistance à cela. Et on se demande si c'est parce que le goût est meilleur que prévu ou parce que c'est très bon marché. D'un autre côté, les cultures artificielles fournissent suffisamment de viande et de légumes, mais les monstres restent un ingrédient célèbre. Il réfléchit que, grâce à cela, le marché des monstres de la ville peut se développer. Il dit cela en regardant un vendeur annoncer des œufs de monstres arrivés en grande quantité à vendre. Le vendeur commente que les œufs ont été inspectés par l'association des éveillés et admet ne pas savoir avec certitude si les œufs se ressemblent d'un monstre à l'autre car il ne peut pas faire la différence. À ce moment, CHUL utilise son détecteur oculaire. J'imagine que les artefacts Kani, le dragon d'argent qui règne sur la chaîne de montagnes nord de l'Empire de ce monde, accorde la capacité de voir l'essence de la cible. Le système notifie que le nom de l'objet est œuf de rapace de classe 4, et le deuxième est un œuf de belto, également de classe 4. En lisant ces informations, il imagine qu'il a volé cette capacité lorsqu'il a capturé le roi démon, et jusqu'à présent, c'est l'un des artefacts qu'il utilise le plus. Il vérifie les informations sur tous les œufs et réalise qu'ils proviennent de belto, A-type, Triceraptor, entre autres, et trouve intéressant de pouvoir connaître la puissance et la tendance de la cible et de dire si quelqu'un ment ou non. Bien qu'il n'aime pas beaucoup l'utiliser sur les gens car connaître la vérité n'apporterait que des regrets. En pensant à cela, il dit au vendeur qu'il achètera tous les œufs. Cependant, il trouve cela étrange car, pour une raison quelconque, il n'y a aucune information sur son système concernant l'un des œufs. Curieux, il dit au vendeur qu'il veut cet œuf spécifique. En arrivant à son restaurant, il casse l'un des œufs et commence à imaginer que manger était une perte de temps lorsqu'il était sur le champ de bataille et pensait juste qu'un délicieux repas était un luxe. Et avec le temps, seules les choses délicieuses sont restées. Il y pense et finit de préparer les œufs brouillés de belto. Puis il se souvient que la nourriture et les odeurs sont un bon moyen de se souvenir d'un endroit et qu'il avait l'habitude de manger avec ses camarades sur le champ de bataille. Il commence alors à manger, trouvant le épais mais bien combiné avec le lait de kohl car il est savoureux, et il aime aussi beaucoup la texture douce. Il continue à manger et à lever les yeux, imagine que s'il ferme les yeux, il se souviendra du bon vieux temps et des visages qui lui manquent. Commençant même à se rappeler certains qu'il ne peut plus voir, il se demande s'il est en train de devenir un vieil homme jusqu'à ce qu'il regarde sur le côté. Se souvenant de l'œuf dont il ne pouvait pas voir les informations avec son détecteur oculaire, il imagine que, pour autant qu'il sache, un artefact de dragon est naturellement formé lorsqu'un dragon naît, recevant sa puissance, et c'est pourquoi il exerce une force puissante sur les autres êtres mais ne peut pas être utilisé sur sa propre espèce. CHUL oppose sa main sur le fait se demande si c'est un œuf de dragon, car il ne savait pas qu'un jour il en trouverait un au marché, et il est également curieux de savoir quel goût il a et quel type de plat il pourrait en faire. À ce moment, le rouquin arrivé, regardant autour de lui, demande si c'est bien un restaurant, puis il crie qu'il est à la recherche de sa marchandise et, sans réfléchir, pointe l'œuf du doigt. Immédiatement,
le patron active sa capacité et imagine qu'il est également incapable de voir des informations sur la personne en face de lui. Et puisqu'il recherche l'œuf, il lui demande s'il est un dragon par hasard. Cette question effraie le type. Chulo se dit à nouveau qu'il est surprenant que les dragons existent aussi dans ce monde, bien qu'il ait eu des soupçons. À ce moment, le rouquin commence à prendre feu et, irrité, crie qu'il veut savoir comment il connaît son identité. Puis une fois de plus, il lui ordonne de répondre à sa question. Le patron répond qu'il n'a pas l'intention de se battre et révèle qu'il possède un artefact appelé détecteur oculaire et que les informations sur les dragons sont les seules qu'il ne peut pas voir, ce qui est son cas. Il se met en colère en entendant cela et demande pourquoi l'artefact de dragon est entre ses mains. CHUL trouve intéressant que son visiteur connaisse le détecteur oculaire car cela facilitera tout, mais le dragon souligne bientôt que le patron n'est pas un restaurateur normal. En plus de ne pas comprendre comment il peut rester si calme devant un dragon, CHUL demande à attraper le dragon car il est heureux que le propriétaire soit venu le chercher, lui ordonnant également de tout nettoyer avant de partir car il continue de prendre feu. Cependant, le rouquin n'aime pas la façon dont l'humain lui parle jusqu'à ce qu'il lève les yeux et remarque un couteau fait d'écailles de dragon bleu et demande si c'est une arme par hasard. Le patron répond que c'est en fait un couteau, mais qu'il peut aussi être utilisé comme arme, bien qu'il ne l'utilise généralement que dans la cuisine. Kan sent également la planche à découper et en conclut qu'elle est faite d'os de dragon, ce qui l'irrite encore plus car la valeur des os de dragon, y compris les écailles et la viande, est très élevée. Pourtant, il voit un humain l'utiliser comme ustensile de cuisine et ne peut pas croire que quelqu'un ait tué un dragon dans ce but, alors il prévient qu'il ne pardonnera pas. À cause de cela, il commence à émettre encore plus d'énergie, créant une puissante boule d'énergie, et crie que l'insecte devant lui doit mourir. CHUL prend une profonde inspiration et demande si c'est vraiment si difficile de nettoyer tout ce bazar. Le dragon l'ignore et libère sa puissance. Le patron utilise son pouvoir pour tirer une marmite et se lamente que les dragons soient si ennuyeux, puis d'un simple mouvement, il dissipe complètement la puissance, laissant le dragon confus quant à la façon dont cela est possible. Puis il s'avance et frappe la joue du rouge en plein visage car il a besoin de lui donner une leçon. Kan entre dans une sorte de rêve en reconnaissant la voix du patron. À ce moment-là, CHUL avertissait qu'il allait capturer le roi démon, et il veut donc aller droit au but, demandant de lui remettre l'artefact puisque personne ne l'utilise, et prévient que s'il ne coopère pas, il le frappera et le volera. Le dragon colossal devant lui rit parce qu'il voit un humain dire des bêtises, alors il se rapproche de plus en plus. Cependant, le bébé dragon tend la patte et pense qu'il ne peut pas faire ça car il l'a vu il y a 30 ans, alors il le reconnaît et sait que son père va se faire tabasser. À ce moment, le patron remarque qu'il y a un enfant là-bas et avertit qu'il ne devrait pas regarder. Ce n'est qu'alors que Kan se réveille à nouveau et revient à la réalité. Le patron demande s'il est réveillé car ils doivent parler parce qu'il veut discuter du nettoyage de ce restaurant. Et une fois que c'est fait, il le laissera prendre ses affaires pour partir. Mais avant cela, il prévient qu'il n'aime vraiment pas les dragons pour des raisons personnelles. Et, par conséquent, s'il n'obéit pas, il devra recourir à la violence. Entendre cela terrifie complètement le dragon, alors il va immédiatement nettoyer le désordre qu'il a lui-même causé. Chulo profite du moment pour demander s'il n'est pas originaire d'ici puisqu'il connaît le détecteur oculaire. Il répond qu'il est né sur le continent Espan et qu'il a atterri dans ce monde il n'y a pas si longtemps à cause d'une fissure dans une ouverture dimensionnelle. Le patron trouve intéressant que ce continent soit connecté à leur monde et n'est plus surpris que les monstres soient familiers puisqu'ils sont probablement aussi issus d'un fray. Puis il commente que sur le territoire de cet autre monde, son propre nom est Likasmiro, mais sur Terre, son nom est CHUL Okagne et demande s'il en a entendu parler. Puis il lui ordonne de travailler plus vite, et le dragon, en entendant le nom de Mikus, commence à transpirer nerveusement car il était sûr de qui était le propriétaire du restaurant. Après cela, le patron remarque que le nettoyage était très bon et le laisse reprendre ses affaires. Kan décide de demander pourquoi il n'a pas rendu l'artefact de son père après avoir éliminé le roi démon. Il est confus par la question et demande qui diable est son père. Le rouquin répond qu'il s'agit de Rex Ekmin. Il est surpris d'apprendre cela, bien que pas choqué car les auras sont quelque peu similaires, et il en déduit donc qu'il s'agit du bébé dragon qui était là ce jour-là. Puis il voit le garçon trembler et lui dit de s'approcher, l'avertissant qu'il ne le frappera pas car il a arrêté de frapper les dragons il y a plus de 30 ans. Kan ne croit pas cela car il s'est fait frapper avec une poêle au visage quelques instants plus tôt, alors il lui demande de ne pas mentir. Parce que bien qu'il ne connaisse pas l'âge humain, il est sûr que le patron n'a pas du tout vieilli. Il demande quel âge a le dragon, et le garçon répond que pour autant qu'il s'en souvienne, il a un peu plus de 50 ans. CHUL pense que l'âge du dragon est cool et dit qu'il a lui-même 60 ans. Le rouquin est surpris, voulant savoir si par hasard il est un elfe et vit des centaines d'années comme eux. Le patron demande pourquoi et s'il est si beau, puis avertit que la punition était le remède pour les dragons désobéissants à cette époque. Le garçon a peur jusqu'à ce que le patron se mette à rire et dise que c'est drôle de voir un dragon marcher sur des œufs à cause d'un humain. Kan rétorque qu'évidemment, même les dragons ont peur et souligne que le patron était celui qui a tué son espèce et veut donc savoir s'il prévoit de le tuer.
CHULO répond qu'apparemment il y a un malentendu puisque le couteau à écailles et la planche à os étaient des cadeaux et admet qu'il a battu des dragons mais n'en a jamais tué. Puis il s'excuse car l'artefact de son père s'est cassé lors du combat contre le roi démon, il n'a donc pas pu le rendre même s'il l'avait voulu. Kan est surpris d'entendre tout cela, et le patron s'excuse une fois de plus car il avait vraiment besoin de l'artefact, puis l'invite à boire. Mais apparemment, il y a beaucoup de questions. Le dragon, après quelques gorgées, dit qu'il ne peut pas boire avec un simple humain, mais tombe bientôt sur la table en bavant d'être si ivre. Il dit que le patron est probablement le premier humain à boire avec un dragon et devrait en être fier. Il trouve cela intéressant car il a gagné un autre titre de premier humain, puis demande si par hasard Kan a pondu l'œuf et le félicite car c'est incroyable pour un jeune dragon. Le garçon se met en colère en disant qu'il est un mâle et qu'évidemment les mâles ne pondent pas d'œufs, et dit que l'œuf est celui de son jeune frère, racontant qu'une faille dimensionnelle s'est ouverte récemment dans leur repère et que leurs parents étaient absents. CHULO demande depuis combien de temps il est dans ce monde, et le dragon répond environ 6 mois. Il pense que c'est une coïncidence puisque c'est similaire à quand il est lui-même revenu sur Terre. Le garçon révèle qu'il a entendu dire que le patron avait disparu après avoir tué le roi démon et demande s'il n'est pas revenu immédiatement. Il répond qu'il avait des choses à régler, et c'est pourquoi cela a pris du temps. Le rouquin, assez ivre, dit qu'il a trouvé cela intéressant, mais se demande pourquoi il se cache dans un restaurant inutile après avoir sauvé le monde, disparu et réapparu dans une autre dimension. Il souligne également qu'un monstre comme le patron pourrait facilement prendre ce monde. CHULO demande s'il le pense vraiment, et le garçon claque avec colère sur la table en disant que les humains sont comme ça, toujours après le pouvoir, la guerre et l'avidité, et se demande si lorsque le patron a détruit le roi démon et sauvé le monde, les humains n'ont pas commencé à se battre entre eux. Il y réfléchit et dit que c'est logique, mais n'a aucun intérêt pour ces choses car il est fatigué. Kan dit qu'il ne croit pas les paroles d'un humain, et le patron lui demande juste de bien prendre soin de son seul frère. Immédiatement, il le serre dans ses bras et dit oui. Puis une forte lueur est venue de l'œuf, faisant fermer les yeux à CHULO. Et quand il les ouvre, il trouve étrange qu'il y ait une créature devant lui et voit également Kan assis juste derrière en souriant. Ce n'est qu'alors qu'il réalise qu'il y a un bébé dragon juste devant lui et est surpris car l'œuf s'est simplement fissuré et le dragon est né. En voyant cela, il demande si elle aura un nom ou s'il l'appellera simplement bébé dragon comme le font tous les dragons. Le rouquin révèle qu'il n'a pas encore pensé à un nom. Le patron commence à le caresser et demande si c'est un mâle ou une femelle, et Kan s'irrite en demandant de ne pas le traiter comme une bête et dit, évidemment, que c'est une femelle. Le patron regarde de près le bébé dragon et remarque qu'il ressemble beaucoup à un oiseau de millet malgré qu'il ait des dents et se demande si les dragons sont omnivores. Il continue de regarder jusqu'à ce que le garçon demande si sa petite sœur n'est pas mignonne puisqu'il la trouve charmante. CHULO la caresse une fois de plus puis demande où il va emmener le bébé. Il y réfléchit ainsi que le patron qui sourit et dit que s'il y a un endroit où aller, c'est d'abord manger et ensuite seulement partir. Après cela, de nombreuses rafales de vent ont soufflé dans l'endroit. Les démons bâtards sont apparus avec la tempête lorsque le vent a soufflé portant une forte odeur de sang, et ainsi les jours de pluie, ils se souvenaient du champ de bataille. Outre la dernière boisson qu'ils ont partagée, toujours par terre, ils se sentaient vivants. Ce jour-là, le patron a préparé le steak haché à croissance rapide. Le plat principal était la poitrine de poulet bêta, de la viande de coussinet de pied de tricératops. Elle est douce comme une éponge, bonne pour les personnes âgées et les enfants. Après que le patron ait offert ses aliments, il s'est demandé s'il pouvait déjà partir. Kan s'est senti un peu embarrassé et a répondu oui, en demandant combien coûtait le repas. CHULO a répondu que cela coûtait 10 $, mais a demandé de partir sans payer, bien qu'il ait trouvé la réaction du garçon étrange. Il a trouvé tout cela étrange et a demandé s'il avait un endroit où rester, mais Kan a répondu non. Le patron a continué à regarder, imaginant qu'être un joueur dans un nouveau monde est solitaire, bien qu'il ait toujours pensé que les dragons étaient fiers d'être autosuffisants. En plus de trouver très différent pour un dragon de se sentir seul, si les étudiants du continent d'Espan le savaient, ils publieraient des centaines d'articles. À ce moment, le dragon a placé une pierre sur la table et a dit que c'était une pierre magique de classe 4 et savait même qu'elle était appréciée dans ce monde. CHULO a ri en voyant cela, laissant le rouquin embarrassé, voulant savoir pourquoi il riait. Puis le bébé dragon a commencé à faire du bruit, et le patron a demandé s'il avait encore faim. À cause de cela, il a offert un autre morceau de viande, imaginant que vivre sur Terre, surtout avec une si petite créature, est difficile même pour un dragon. Cela lui a rappelé qu'il se sentait aussi un peu nostalgique de l'autre monde et croyait qu'il ne reverrait probablement plus jamais une certaine personne pour le reste de sa vie. Kan était heureux que le patron ait dit qu'il pouvait rester quelques jours au restaurant et n'avait même pas besoin de donner la pierre magique. Il savait qu'avoir quelqu'un avec qui partager des secrets pouvait ajouter du bonheur à la vie. Le dragon n'a pas accepté tout si facilement car il ne voulait pas en profiter car il avait même été nourri. Le patron a tendu son doigt demandant d'attendre un moment et a fait une coupure dans l'air, laissant le garçon surpris. À ce moment, un gobelin est apparu du portail qui s'est formé, saluant le roi du monde. Kan fut surpris de voir que c'était un gobelin,
et l'animateur a dit que c'était un gobelin immortel nommé Kazim qui gère les objets dans son sous-espace. Il est ensuite allé droit au but, demandant combien de pierres magiques ils avaient dans le sous-espace. Le gobelin a montré autant de pierres magiques qu'il y a de grains de sable sur la plage. Mais en ce qui concerne les pierres de la plus haute classe, il y avait 5 pierres magiques de première classe et 120 de haute classe. L'animateur a remis la pierre magique qui appartenait au dragon, et Kazim a dit qu'un autre grain de sable avait été ajouté, ce qui a rendu Khan incapable de le croire. Le gobelin a continué à suivre les ordres de son maître, tandis que celui aux cheveux de feu était toujours étonné de l'absurde quantité de pierres magiques que CHULO avait. Une fois que tout était réglé, Kazim a dit qu'il reviendrait et a présenté ses respects à son maître. L'animateur a dit que tout était résolu et a dit qu'il aurait besoin d'aide pour le travail. Le temps a passé au restaurant, et le bébé dragon n'arrêtait pas de dormir pendant que plusieurs explosions se produisaient à l'intérieur. Après avoir frappé la tête du dragon, l'animateur lui a dit de ne pas souffler au hasard car il ne ferait que brûler la viande et qu'il devait contrôler le feu avec précision. Puis il lui a demandé de réessayer, et Khan a essayé plus calmement cette fois-ci. Ils ont finalement réussi à griller le souffle d'Ato, donc le plat principal était le faux filet d'Atao. L'animateur a aimé le résultat, puis Khan a demandé si la rapière prise du sous-espace n'était pas une arme courante. Il a répondu, probablement pas, se souvenant qu'elle appartenait à quelqu'un appelé l'Axe de Rossifel. Immédiatement, le dragon s'est souvenu que c'était un chef-d'œuvre réalisé par 12 artisans de Recafle, la plus grande création de leur vie. Fondamentalement, c'est une arme de vie inégalée dans le monde, ce qui l'a laissé incrédule. Puis il a demandé pourquoi l'animateur continuait à utiliser des trésors sacrés comme ustensiles de cuisine sans raison puisqu'une arme n'est pas faite pour ça. L'animateur répond qu'au moins c'est mieux que ce que font les dragons, qui est d'accumuler des déchets. Il est d'accord avec ça car cela a du sens jusqu'à ce que quelqu'un n'apparaisse en frappant à la porte, appelant le patron du restaurant. C'était Choi qui présentait ses salutations puisqu'il patrouillait dans la zone. Juste après, il commence à manger, louant l'incroyable odeur de la nourriture. Puis il demande si par hasard ils ont embauché un nouvel employé car il a vu quelqu'un de nouveau au restaurant et prévient qu'il a quelque chose d'important à dire car un nouveau donjon est apparu dans le passage souterrain entre Saint-Champ et Céodémon, et il recrute même des éveillés. Chulo demande si c'est vrai et trouve le donjon intéressant car ce sont des incubateurs pour les monstres et ils fonctionnent comme des portails vers d'autres mondes où des failles dimensionnelles se sont ouvertes, ce qui est même arrivé à lui et à Khan. Puis il demande la difficulté, et l'employé de l'association répond que c'est de classe 5. Il dit aussi que Sanho et l'équipe Zankaku ont été affectés à Céodamon, et Shai-Yeon a été affecté à Shin-Chan. L'animateur est confus car il ne sait pas qui est la fille, et il explique qu'elle est comme une sorcière des glaces et que puisqu'ils forment une équipe de réserve, l'endroit sera plein de candidats. Et même si beaucoup sont éveillés, seuls les meilleurs sont choisis. Il explique que c'est quelque chose comme un site d'emploi et se sent chanceux d'être un non-éveillé avec un emploi stable. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalise que le temps a passé vite et remercie pour le repas car il l'a trouvé délicieux. Khan trouve incroyable que son plat grillé soit bien accueilli, et Chulo est d'accord et pense même qu'il doit acheter plus de viande d'Atao à préparer. Il va ensuite au marché et demande 10 kilos. À ce moment-là, quelqu'un crie pour attirer l'attention, disant que ceux qui veulent participer au raid doivent former une seule ligne. Il reconnaît la personne comme familière jusqu'à ce qu'il regarde de plus près et conclut que c'est le mage de la lance nommé Sangu, un éveillé de classe 2. Et il ne savait pas que le recrutement pour le raid se passait dans cette zone. Il sait que de nos jours, les raids de donjons sont appelés des groupes de raids, et c'est similaire à l'ancien système de jeu. Comme il jouait beaucoup à l'époque, cela l'a aidé à comprendre les choses plus rapidement. De plus, le monde se transforme pratiquement en un RPG fantastique, il est donc naturel que les termes du jeu soient utilisés. Ce n'est pas la seule similitude, citant les tanks et les guérisseurs traités comme des nobles et les DPS apparaissant excessivement. Et il croit qu'à cause de la variété des styles, beaucoup de gens se sont éveillés en tant que DPS. Il dit à peine cela quand il entend un gars demander s'il y a une place pour DPS, mais il est rejeté car ils ont besoin de guérisseurs pour le moment. Il se souvient que Choi a dit que la plupart des éveillés ont des familles à charge, et il reprend sa marche, pensant que Choi est un bon gars et espère qu'il prendra mieux soin de lui. L'éveillé qui n'a pas pu être recruté s'éloigne et ouvre son portefeuille, voyant qu'il n'a pas d'argent, ce qui le laisse complètement abattu. L'animateur arrive à son restaurant et voit que la cuisine est complètement propre, mais Khan n'est pas là. Il regarde ensuite sur le côté et voit qu'un homme est arrivé au restaurant. Il s'assoit et demande si par hasard ils ont des ramen, s'excusant au cas où il n'en aurait pas. L'animateur dit que ce n'est pas un problème et trouve cela étrange car le ramen est un repas bon marché et n'a pas changé au cours des 30 dernières années. Mais le prix a augmenté et le goût a un peu changé car ils utilisent quelque chose d'autre que le blé. L'homme demande combien coûte une portion, et l'animateur répond 2 $. Le client est surpris que ce soit si bon marché et demande s'il peut commander 5 portions. L'animateur pense que c'est beaucoup car il ne sait pas s'il va tout manger, mais l'homme dit qu'il le fera certainement. Chulo commence à trouver cela étrange et décide d'utiliser son détecteur oculaire sur le gars. Son alignement est bon, et sa classe est dieu de la nourriture. La compétence de classe est la plus basse, mais la compétence d'acquisition est élevée.
Il réfléchit que cette classe lui est familière car un ancien collègue l'avait. Et pour autant qu'il sache, plus il mange, plus il devient fort, en plus de la qualité de la nourriture qui affecte le résultat. Fondamentalement, manger de la viande de monstre de haut niveau apporte des gains significatifs. Cependant, il est assez faible au début car il a toujours faim jusqu'à atteindre un certain niveau. Il sait que lorsqu'il maîtrise la classe, les choses s'améliorent et conclut que l'homme est encore au début. Il prend le paquet de ramen et annonce qu'il est prêt. Le plat est un ramen extra large avec une garniture de viande d'atoo grillée. L'homme, confus, prend le morceau de viande avec des baguettes et demande ce que c'est. Chulo lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est offert par la maison. Il dit cela en pensant que les bonnes personnes ont toujours une vie difficile et sait très bien qu'en temps de chaos, les bons sont les premiers à tomber et croit que si l'alignement du gars n'était pas bon, Botou l'aurait probablement ignoré même avec cette capacité. Et il croit que parce qu'il a une acquisition élevée, cette nourriture aura un bon effet. Voyant que l'homme ne comprend toujours pas pourquoi il a reçu cette nourriture supplémentaire, l'animateur explique que dans ce restaurant, ils prennent bien soin des clients qui viennent pour la première fois, afin qu'ils reviennent. Il n'hésite pas et commence à mâcher comme un fou, remerciant immédiatement pour le repas, et est émerveillé par le goût, louant à la fois la viande et l'odeur même sans savoir ce que c'est. Puis il commence à dévorer les ramen au point de boire même le bouillon de la marmite, la laissant complètement propre. Après le repas, il remercie car il n'a pas eu un bon repas depuis longtemps, et l'animateur lui demande de ne pas dire ça car il est heureux qu'il ait aimé. L'homme commence à chercher son portefeuille dans sa poche, mais fait tomber plusieurs choses sur le sol, comme de l'argent et quelque chose que l'animateur remarque, qui est une cravate. Il remet l'argent et s'excuse d'être sale et remercie encore une fois pour le délicieux repas. Avant de partir, il dit qu'il reviendra bientôt. Kan apparaît car il n'avait pas remarqué que son patron était revenu, et tout ce à quoi l'animateur pense, ce sont les vêtements sales de l'homme. Mais la cravate était neuve, et il se demande si peut-être il essayait d'impressionner quelqu'un jusqu'à ce qu'il se souvienne que l'homme menait une vie difficile en ces temps chaotiques. Et peu de temps après, il a entendu à nouveau car ce même homme se tenait devant le portail, et c'est à ce moment-là que les portes ont explosé. Le mouvement devient de plus en plus intense devant le portail, et les gardes n'arrêtent pas de demander à tout le monde de ne pas envahir la barricade. Mano demande s'il y a quelque chose qu'il peut faire car il est un éveillé. Le garde demande quelle est sa classification, et il répond simplement que c'est quelque chose en rapport avec la nourriture et qu'il n'a pas de capacité spéciale malgré une bonne force. L'épéiste précise que le donjon n'est pas un endroit pour un éveillé médiocre, d'autant plus que sa propre équipe est revenue blessée, montrant à quel point la porte est intense. Il regarde devant lui un guérisseur et réalise que c'est sa fille, Medjin. Il court et l'appelle, et quand elle s'approche, il lui demande ce qu'elle fait dans cet endroit dangereux car elle devrait être à l'école. Elle répond qu'il y a beaucoup de blessés là-bas, alors l'école a envoyé des étudiants éveillés pour aider. Et elle rétorque en lui demandant ce qu'il fait là, lui disant de partir le plus vite possible. Il dit qu'il est juste inquiet, mais elle se met en colère, disant qu'il n'a pas à s'inquiéter car, comme il l'a dit lui-même, sa seule compétence est d'être bon pour manger. Elle l'accuse également de manger au travail toute la journée et de ne même pas rentrer à la maison, alors elle se demande à quoi cela servira de se jeter devant le danger juste en mangeant. Puis elle le pousse, disant qu'elle a besoin d'argent pour obtenir une bourse d'études et l'accuse de la faire paraître pathétique en envahissant cet endroit. Ce faisant, elle remarque que sa cravate tombe au sol et l'accuse de ne même pas avoir d'arme appropriée. À ce moment-là, quelqu'un sort du portail. C'était Sanho qui se dirigeait vers son partenaire, et elle crie que l'attaque du donjon est terminée et demande aux guérisseurs de se rassembler pour soigner les blessés. Immédiatement, Mijin s'enfuit laissant son père derrière elle. Maintenant, quelque chose à propos de ce monde, les types de capacités possédées par une personne éveillée ont 5 étapes jusqu'à atteindre le niveau supérieur, étendant la compétence de quelqu'un. Dans ce monde, en particulier en Corée, pour la formation des personnes éveillées, un endroit appelé école de chiffrement a remplacé les écoles régulières. Une fois qu'une personne éveillée maîtrise les connaissances de la première leçon grâce à la formation, elle peut en choisir une autre en fonction de son développement. Si quelqu'un maîtrise 2 leçons, il est placé en classe 1 ou supérieure par l'association des éveillés. Donc, si quelqu'un s'éveille avec une compétence inutile ou à un faible niveau de talent de développement, il est naturel pour lui de trouver la paix en faisant quelque chose qui lui convient mieux. L'animateur, dans sa bataille finale, a maîtrisé sa 6e leçon. Il imagine qu'après cela, il n'a rien vu d'autre qui pourrait lui permettre d'obtenir une classe supérieure. Il croit donc que c'est la limite. À ce moment-là, Kan apparaît en criant que quelque chose de grand s'est produit et dit que Kul a parlé en mangeant du caramel. L'animateur est confus par ce nom et demande si cela signifie orange en coréen. Il répond que c'était le nom qu'il a donné à sa petite sœur, mais dit que ce n'est pas important. En effet, Kul était très heureuse de l'appeler son frère-père. L'animateur trouve cela intéressant car il a réellement entendu le bébé dragon parler, mais est dérangé par le nom car il ne semble pas très coréen. Il commente que c'est le bébé dragon lui-même qui s'est donné le nom et, après tout, est né dans ce monde. Une fois de plus, Kul appelle son frère-père, et cela lui fait plaisir. CHUL commente que, d'après ce qu'il sait, les dragons naissent déjà en maîtrisant la classe 1 et demande quelle classe le bébé dragon a atteinte.
Il répond qu'il est également curieux car ils devront attendre qu'ils grandissent un peu plus. À ce moment-là, quelqu'un entre dans le restaurant, et c'était Mano demandant 5 bols de ramen supplémentaires. Il s'approche du comptoir et dit qu'il essayait de rejoindre le groupe de la Porte Furieuse et a fini par retrouver sa fille. Il a dit que s'il aidait à soigner les blessés, il obtiendrait une bourse scolaire, mais cela ne lui plaît pas du tout car l'endroit est dangereux. Et il a avoué qu'il était triste parce qu'il ne pouvait pas l'aider du tout et qu'on lui avait même demandé de partir car il n'est qu'un de ceux qui sont près du niveau 7, quelque chose d'un peu supérieur à un simple civil. Il explique que, d'un autre côté, sa fille s'est éveillée avec la capacité d'une guérisseuse. Et pour cette raison, comme elle était jeune, elle a été reconnue comme une éveilleuse de 3e classe en plus d'être une étudiante exemplaire, et il croit qu'elle sera bien traitée par l'association des éveilleuses. Mano dit qu'il est allé dans un magasin car il y aurait une classe importante pour sa fille et a trouvé une cravate, bien qu'elle soit assez chère, mais il était nécessaire d'assister à l'école avec élégance. Il conclut qu'il est probablement préférable de ne pas aller à la classe d'observation, car quel est l'intérêt d'être un bon père s'il ne peut même pas aider sa fille à obtenir son diplôme correctement? En parlant de ça, cela le déprime au point de se traiter de merde car même dans cette situation, il a encore faim et, en plus, il se dit inutile car sa capacité est liée à la nourriture et il mange toujours, et pour cette raison, il ne trouve pas d'endroit approprié. À ce moment-là, l'animateur va voir Can et lui demande s'il va bien. Le potelé, aux cheveux de feu, demande s'il est fou car il parle comme un prédateur attendant que sa proie grossisse. Il dit que c'est juste une blague mais remarque quelque chose d'étrange. Can dit que c'est juste le bébé dragon qui perd sa peau et trouve étrange la façon dont l'animateur regarde et se met en colère car il voulait le garder comme souvenir, mais il est ignoré. Après cela, le ramen extra large de raccourci est prêt et Monho avertit que ce sera la dernière fois. Mais CHULO lui dit de ne pas s'inquiéter, disant qu'ils ont encore beaucoup de viande et qu'ils devraient juste en profiter. L'homme commence à manger, et l'animateur regarde jusqu'à ce qu'il termine enfin le pot, laisse l'argent sur la table, et remercie pour le repas, s'excusant également d'avoir dû écouter cet éclat. Il lui dit de ne pas s'inquiéter ni de le remercier. Puis il réfléchit un peu et attire l'attention de Johan, disant que la vie est vraiment pleine de difficultés. Mais c'est toujours agréable quand au moins une chose est facile. Puis il dit que pour ceux qui vivent en travaillant dur chaque jour, de bonnes choses arrivent encore de temps en temps et lui demande de faire de son mieux pour survivre le lendemain et qu'il l'attendra au restaurant. Après son départ, Can demande pourquoi aucun changement n'est survenu. L'animateur répond qu'il a aidé autant qu'il le pouvait, et puisque le client a même mangé une peau de dragon, il en bénéficiera probablement d'une manière ou d'une autre. Fire admet que c'est un objet précieux et demande pourquoi il aiderait un étranger comme ça. Il se tait un moment et, caressant le bébé dragon, répond que son père n'a jamais eu un tel soutien. Can est surpris d'apprendre qu'il a aussi eu un père, ce qui, à cause de ce commentaire, lui vaut un coup de poing dans la tête. La nuit, Mano arrive à la maison et remarque que sa fille dort déjà. Il s'approche et réalise qu'elle a pris la cravate par terre. Ce n'est qu'alors qu'il remarque qu'elle pleure, s'excusant auprès de son père dans son rêve. Il lui caresse la tête, disant que ça va car il se sent aussi mal, imaginant les excuses des gens de ne pas pouvoir vivre comme tout le monde. En plus d'être un père qui l'embarrasse devant ses amis et aussi de ne pas pouvoir lui offrir une vie confortable, mais il assure qu'il l'aimera toujours. Le lendemain, Mano apparaît en courant pour la dernière place au portail, et le recruteur lui demande de bien vouloir montrer la carte d'enregistrement des veilleurs. Après vérification, l'homme se demande si c'est la même personne que la dernière fois et demande son nom. Mano se présente, et le recruteur le reconnaît immédiatement et avertit que ce sera un problème si quelque chose tourne mal et lui demande de faire de son mieux la prochaine fois. Il dit qu'il fera attention à cela. Puis le recruteur crie que le recrutement est terminé et dit à tout le monde de partir. Pendant ce temps, l'animateur marche jusqu'à ce qu'il atteigne la rue et remarque quelque chose alors qu'il voit passer un bus qui attire son attention, et il y a un grand portail qui se ferme à l'endroit. Sanho, voyant cela, pense que la situation est nulle car le portail vient de se fermer. À ce moment-là, Mijin apparaît en courant et continue de crier après son père tout en regardant le portail. Après que le groupe entre dans le portail, le chef leur ordonne de ne pas se disperser tout en battant les monstres. Il dit à peine cela, et le dinosaure apparaît attaquant Mano, qui est surpris, donne un coup de poing complet, et est surpris car il se sent étrangement fort en plus de ne pas avoir faim et ne sait pas pourquoi. Soudain, une fille demande ce qui se passe et pointe une fissure à l'intérieur du donjon. Tout le monde ressent un fort tremblement et un dinosaure colossal apparaît devant eux, laissant Mano surpris car c'est un boss caché. La fille dit à tout le monde de courir, et il commence à fuir tandis que Mano essaie de comprendre ce qui se passe et si le monstre devant lui est le Tigrex. Il se prépare à courir, mais quelque chose attire son attention car sur le monstre qu'il a vaincu, il y a des cristaux de mana. Il réalise rapidement qu'ils sont de classe 8, et s'ils sont vendus, il pourrait gagner des semaines de travail et de compensation. Cependant, un autre éveillé crie de partir immédiatement, mais il refuse d'abandonner les cristaux. Au même moment, le boss se lance pour le mordre, mais il contre. S'éloignant en volant dans les airs, il réfléchit que c'est vraiment pathétique. Comme sa fille l'imagine, car même à la fin, il était un idiot.
Il se souvient de quand il a rencontré sa fille et aussi de ses pleurs pendant son sommeil. En plus des moments où elle était heureuse ou même quand elle était bébé pleurant tout le temps, son prochain souvenir est d'elle comme un bébé. Et à cause de cela, il se réveille à la vie et commence à se relever car il ne veut pas mourir comme ça car il laisserait sa fille complètement seule dans ce monde. Il regarde le dinosaure, qui piétine fermement le sol et charge pour attaquer. Il refuse d'accepter de mourir là et crie de toutes ses forces, donnant un coup de poing complet sur la bouche du monstre qui libère une énergie colossale de ses poings, laissant même l'homme à la moustache surpris car il ne sait pas si l'effet est dû à une montée de niveau. Monho est surpris de voir cette aura déborder et se demande s'il a paralysé le boss caché. Remarquant également que son poing ne lui fait pas mal et qu'il n'a pas faim. Le monstre attaque à nouveau, mais il saisit les crocs à deux mains et continue de pousser. Et même en étant traîné en arrière, il prévient qu'il continuera à tenir aussi longtemps qu'il le pourra. Soudain, Sanho apparaît et demande pourquoi les gens ne sont pas encore partis car le boss caché est là. Les gens pointent devant, disant qu'un homme bloque un T-Rex de classe 2 seul. Les deux généraux sont surpris de voir cela car c'est admirable, et ils pensent qu'ils devraient obtenir la carte de l'homme pour de futures affaires. À ce moment-là, la tendance de Mano était bonne, et sa classe est chic-sain. Son accomplissement de classe est moyen et sa compétence acquise est élevée. L'animateur voit cette information cachée dans l'air, pensant que la compétence de miroir fonctionne en attrapant l'attaque de l'adversaire et en la reflétant. Et il est facile de voir les dégâts. Mais il est très proche d'un tank. Par conséquent, il pense qu'en termes de classe d'éveillé coréen, c'est une compétence satisfaisante qui pourrait au moins être de classe 3. Il voit Sanho emmener Mano à l'extérieur et pense que cela s'est très bien passé, se demandant s'il devrait partir aussi. Au restaurant, le bébé dragon avait sommeil, et à la radio, il a été rapporté que lors de la troisième attaque de l'équipe de Donjon, ils ont annoncé que le boss caché avait été vaincu et ont dit que le rôle principal dans cette équipe était un éveillé de classe 7 appelé Mano. À cause de cela, il est devenu le plus grand contributeur à la conquête du donjon, et l'équipe était sur le point de subir des dommages irréparables en raison de l'apparition du boss caché. L'animateur est heureux d'entendre cela, tenant le bébé dragon dans ses bras. Il remarque qu'elle a pris du poids entre-temps. Kul continue de l'appeler papa, mais il avertit qu'il n'est pas son père. Puis la radio apporte de nouvelles, comme un voleur terrorisant la ville qui est connue pour aimer les choses brillantes et la nourriture, alors il demande à tous les citoyens d'être prudents. L'animateur pense à cela car ils ont annoncé un voleur obsédé par les choses brillantes et la nourriture. À ce moment-là, le bébé dragon apparaît tenant une tasse pleine d'eau, et il demande si c'est pour boire, et il va le faire. Mais Kan apparaît demandant de ne pas boire car l'eau contient de nombreux germes. L'animateur se demande pourquoi il est apparu si tôt avec une aura si lourde. Il commande juste que le bébé dragon a appris l'existence de Paza à partir d'une image dans un livre, et c'est là qu'il l'a extrait. CHULO demande plus de détails. Quelque temps plus tard, Choi était déjà au restaurant en train de goûter du kimchi et l'a même trouvé délicieux. L'animateur commente qu'il a récemment obtenu de bons ingrédients de la région de Saint-Chon. À ce moment-là, d'autres clients entrent dans la boutique. C'est Mano annonçant qu'il est en compagnie ce jour-là et souligne que c'est le capitaine Sanho. Il présente ses salutations et dit qu'il a très bien entendu parler de l'animateur, qui est surpris de le voir extrêmement poli. Choi se lève saluant le mage Lance, qui reconnaît qu'il est et lui rend également la salutation, disant que c'est un après-midi agréable, et que sans la réunion conjointe, ce serait vraiment un après-midi agréable. L'homme rit et ne réalise qu'alors que l'autre personne dans le restaurant est le célèbre miroir. Le mage Lance est confus et demande ce qu'il entend par miroir. Il, avec des yeux brillants, dit que c'est le surnom de Mano après sa performance incroyable contre le boss caché. L'animateur est surpris de voir des titres honorifiques ajoutés au nom lorsque vous devenez célèbre. CHULO dit que c'était grâce à l'animateur, qui dit que cela n'a rien à voir avec lui et attendait juste de retourner au restaurant, demande si c'est pour préparer un autre ramen. Il dit, oui, car c'était délicieux les autres fois. Sanko avoue qu'il avait aussi envie de manger du ramen et voudra donc le même plat. Après l'arrivée de la nourriture, Mano mange tout d'un coup, surprenant le mage lancier, qui pense que son ami est incroyable de pouvoir manger autant, et il rit, se sentant gêné. Sanho demande poliment d'y aller, rappelant à Mano qu'il doit aller chercher sa fille à l'école. Le patron entend les deux s'entendre très bien et se sent heureux car leur relation ne semble pas si mauvaise. Cependant, il remarque que l'ambiance devient très calme, et quand il se retourne, il voit le mage lancier somnoler. Dans ses rêves, il criait, traitant un autre gars d'idiot parce que, par stupidité, il avait décidé de s'en prendre à une créature sacrée, et c'était un loup féroce débordant de feu sur tout son corps et se déplaçant dans toutes les directions, semant la terreur dans la ville. Après cela, il se réveille et se lève en sursaut, s'excusant d'être arrivé si tard. Le patron lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'y a de toute façon pas de clients et lui demande s'il aimerait un repas simple. Il dit de ne pas s'inquiéter car il n'a pas faim jusqu'à ce que la radio annonce une fois de plus un voleur qui envahit les magasins. CHULO lui demande s'il veut de l'alcool et lui dit que dans ce restaurant, ils ne servent que du soju et de la bière. L'homme accepte et demande n'importe quel accompagnement qu'il trouve bon. Le patron y réfléchit, ne sachant pas ce qu'il peut faire avec les ingrédients qu'il a achetés au marché, et lui demande s'il aimerait du sashimi.
Le mage lancier réfléchit à cette option, et CHUL dit que c'est très frais. Il met le poisson au-dessus du hangar et imagine que cette espèce a été vue pendant 30 ans mais est difficile à trouver. Il imagine que son nom est poisson allemand, et un adulte atteint facilement 3 mètres, donc celui-là est un bébé. Il commence à couper avec son couteau extrêmement aiguisé, et en tranchant, il pense que dans le passé, il ne préférait pas le sashimi car son rapport coût-bénéfice était médiocre. Après un moment, les sashimi de poisson allemand sont enfin prêts, et Sanho est ravi, avouant que cela fait longtemps qu'il n'a pas mangé de sashimi. Il porte la nourriture à sa bouche et est surpris de sa douceur en plus d'être rafraîchissante avec un goût de nouilles. Immédiatement, il boit du soju pour accompagner la nourriture et se sent heureux de son goût. Il commente qu'il est enfin sorti du travail après une semaine entière et dit que le problème urgent a été résolu, par conséquent, il a eu environ 2 jours de congé. Après tout, il y a eu de nombreux jours de combat contre des monstres, et chaque jour était essentiellement une bataille acharnée en plus d'être psychologiquement épuisant car les monstres ne cessaient jamais de traverser les portails dimensionnels. Il regarde sur le côté en parlant de sa lance et dit que c'est une arme donnée aux éveillés de classe 2 ou à ceux qui sont diplômés de l'école de Cipher. C'est une arme faite d'un minéral appelé adamant et elle est incroyablement bonne pour absorber le mana. Il en ressent une grande fierté car il peut sauver le monde avec ses compétences et ne craint rien quand il est avec son arme. Il dit que lorsqu'il a fait face au monde réel, sa fierté a disparu sans laisser de traces, et il se demande toujours s'il y a un dieu au-dessus des cieux. Puis il s'étire et dit que cela fait 10 ans qu'il a été affecté à l'escouade d'élite. Un patron se souvient qu'il était aussi comme ça. Il pensait que le jour où une personne réalise qu'elle n'est pas importante, cela s'applique non seulement aux éveillés, mais à toute personne dans n'importe quel domaine. Le patron sert à nouveau à boire et demande si par hasard Sanho n'est pas le gardien de la ville ou au moins l'un des 5 gardiens de toute la Corée, ce qui est plutôt incroyable. Le mage lancier avoue que l'avenir de nombreuses personnes dépend de lui, alors parfois il pense que le fardeau est trop lourd à porter. Le patron lui demande s'il y a un souvenir particulier dont il se souvient, et il dit oui et raconte un souvenir spécifique à propos de Gumiho. Ce jour de pluie, il courait avec son partenaire, voulant savoir qui était l'idiot qui avait dérangé le sommeil du Gumiho. Elle répond que c'était une nuit, et il s'énerve car il ne comprend pas pourquoi quelqu'un de classe 2 ferait une telle chose. Ils arrivent à l'endroit où se trouvait l'énorme loup de feu, et sa taille était colossale. Il explique que les créatures dotées d'une intelligence exceptionnelle sont généralement appelées créatures sacrées et même appelées monstres au-delà des classes. La raison exacte est inconnue, mais ces créatures ne sont pas offensives pour les humains. Cependant, il n'y a eu aucun enregistrement d'une attaque préventive de leur part au cours des 30 dernières années. Alors, dans sa mémoire, il a trouvé le gars et a couru lui demander pourquoi diable il avait fait ça. Le chevalier se tourne et les effraie tous les deux, et une fois de plus, Gumiho apparaît. La caméra appelle tout le monde. Tout ce qu'il pouvait faire était de demander de former une ligne car la créature est au-delà des classes. Son ordre était que l'équipe de chargement avance, et tout le monde avance vers l'énorme loup de feu qui, sans hésiter, commence à charger son énergie et à tirer d'énormes boules de feu que les gens ne pouvaient que regarder figés pendant que tout prenait feu. Sanho n'arrêtait pas de crier de ne pas regarder directement les comptes de feu car cela provoque des hallucinations, mais à cause de cette distraction, il n'a pas remarqué une boule de feu approcher. Immédiatement, sa partenaire s'avance et active son bouclier les protégeant de l'attaque. Ensuite, elle regarde sur le côté et essaie de créer des boucliers vers le monstre. Il se repositionne une fois de plus et commence à courir, sautant entre les boucliers pour se rapprocher le plus possible, et en atteignant le sommet, il pointe sa lance vers la gueule du monstre et regarde fixement dans l'œil du loup. Il remarque que la créature avait des larmes qui coulaient de son œil, et cela le surprend. Mais il était trop tard pour penser à quoi que ce soit car l'attaque a frappé la créature de plein fouet, la vainquant. De retour au présent, il explique que l'attaque du monstre a duré toute la nuit, et quand ils ont finalement réussi à le vaincre, ils ont entendu des cris au milieu de tout. C'était le petit du Gumiho, et ils n'arrivaient pas à y croire. Il explique qu'un aigle lâché par le chevalier est allé chasser et a chassé le petit du renard, et quand la mère a quitté le nid un instant, c'est alors que tout s'est passé. Il continue à boire son verre et dit que c'était probablement une erreur car le chevalier était un prodige de l'école de Cipher et souligne qu'ils ne peuvent pas faire de telles erreurs en aucun cas. Le patron demande s'il y avait vraiment un petit, et il dit oui, et que malheureusement, ils l'ont éliminé. Il dit aussi que malgré le processus, tout s'est terminé ainsi, et qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Le patron a dit que c'était un bon choix, et il rit en acquiesçant. Puis il se lève et s'excuse d'avoir trop parlé, bien qu'il pense que c'est parce qu'il est ivre et demande donc l'addition, demandant également d'emballer le sashimi à emporter car il l'a aimé. Après avoir quitté le restaurant, déjà de nuit, il commence à marcher et devient pensif à propos de ses souvenirs. Il a couru dans la nuit en se demandant pourquoi il s'était attaqué au petit d'une créature divine. Il s'excuse, mais ce n'est pas suffisant car le mage lancier souligne que beaucoup de gens sont morts en plus du risque de destruction de la ville. Il continue à y réfléchir et continue de marcher. Pendant ce temps, Chulo réfléchit au Gumiho car c'était un monstre qu'il a vu pendant son séjour dans l'autre monde et sait que contrairement aux monstres dirigés par le roi qui ont envahi le continent, ils étaient favorables aux humains, en fait.
Il y a un dicton sur le continent oriental qui dit qu'un homme doit s'incliner 3 fois avant de passer devant une montagne gardée par un guignol. Il pense qu'il a chassé 2 de ces monstres et l'a regretté à chaque fois. Mais malheureusement, ses souvenirs ne sont jamais oubliés. San'o continue de marcher et voit le délicieux sashimi dans son sac. Il pense qu'il a hâte de manger jusqu'à ce qu'il soit surpris par 3 boules de feu venant vers lui. En fait, c'était le petit guignol, et tout ce que San'o imagine, c'est qu'il ne peut pas le tuer car le jour où il l'a rencontré, il n'a pas eu le courage. Il offre le sashimi au bébé renard pour qu'il le mange et se demande s'il n'a pas pu le tuer à cause du désespoir dans les yeux du guignol mourant. Il imagine qu'il est définitivement inapte en tant que gardien et demande combien de cristaux de mana la créature a volé et mangé pour avoir déjà 3 queues, mentionnant qu'il existe même un article sur le petit voleur, qui est le renard. Le guignol commence à manger le sashimi, et il l'attrape par derrière. La créature en colère lance ses boules de feu, mais sans intention de frapper. Il lui demande d'écouter attentivement et prévient qu'il ne peut plus autoriser la poursuite des vols. Et comme l'association va bientôt agir, il lui demande de quitter la ville pour vivre une vie paisible, puis il le pousse en avant, lui disant de s'en aller. Cependant, la créature fait juste des bruits, et il s'irrite jusqu'à ce qu'il crie de disparaître, ce qui effraie le guignol. Mais il dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire et lui ordonne donc de partir immédiatement. Le renard obéit et commence à errer jusqu'à ce que quelque chose attire son attention quand il voit le bébé dragon. Il s'approche de la fenêtre et pose sa patte sur le visage de Kill. Il associe quelque chose de doux à quelque chose d'inoffensif, et ce pourrait être un ami. À ce moment-là, le patron apparaît et le renard essaie de se cacher, mais il le remarque instantanément. Puis il prend le bébé dragon dans ses bras et dit qu'il n'est pas surpris car il a senti l'énergie d'un guimao sur la montagne et lui demande s'il veut de la nourriture. Le renard secoue la tête pour dire non, et il est surpris car il a apparemment déjà mangé quelque part. Alors il invoque son portail appelant son majordome gobelin, qui remarque immédiatement la présence du petit guignol. Le patron ordonne de prendre n'importe quel cristal à proximité, et Cassim obéit, remettant le premier cristal qu'il trouve. Il le donne au renard pour qu'il le mange, imaginant qu'un cristal de mana de classe 1 doit être très avantageux pour la croissance. Après avoir mordu le cristal, tout son corps commence à déborder d'une énergie puissante, mais ensuite le patron lui dit de partir, et le guignol s'éloigne en sautillant entre les maisons. Après s'être arrêté sur un poteau, il pense que les choses douces sont inoffensives et sait que même si San'o a pointé une lance sur lui, c'est une personne gentille. Alors il commence à pleurer car il ne sait pas s'il le reverra. À ce moment-là, le mage lancier est allongé en regardant les étoiles et ne peut que penser à la tranquillité de la nuit. Il ne peut que penser au renard pour qu'il ne revienne pas et puisse bien vivre. Maintenant, en ce qui concerne l'association coréenne des éveillés, c'est l'endroit où les enregistrements des éveillés, les confirmations de statuts insupportables et la prévention des dommages aux civils sont surveillés. Il y a des éveillés de classe 2 qui sont la sorcière de glace et le mage lancier, ainsi que le chevalier, la reine des lames et le magicien qui sont désignés comme gardiens. Il y a aussi 3 éveillés d'expédition de classe 1 en mission spéciale, et tout cela est surveillé par l'association. Le cerveau derrière tout cela est le président Jinsa, qui prend son café et dit à Cheyenne que le café est chaud. Elle répond que la raison en est que c'est l'été et demande si elle devrait faire quelque chose de froid. Il lui dit de ne pas s'inquiéter car l'été a été fait pour être chaud et demande si les mandragores ont disparu. Elle répond oui. Les mandragores sont des monstres de type plante qui poussent enfouis dans le sol et, lorsqu'ils se sentent menacés, libèrent un poison qui nécessite un antidote spécial dans un rayon d'1 kilomètre, et pour cette raison, ils sont classés comme des monstres. De plus, même s'il existe un antidote, si quelqu'un essaie de les déterrer pour les enlever, le monstre hurlera assez fort pour provoquer la mort instantanée chez les éveillés de basse classe ou les gens ordinaires. Cheyenne dit que 13 mandragores ont complètement disparu et qu'il n'y a aucune trace ou personne entrant, c'est donc un incident étrange. Il rit en entendant cela et s'interroge depuis quand les légumes tubéreux ont des pieds pour s'enfuir. Elle suggère que les plantes ont peut-être simplement fondu et disparu. Il leur a demandé d'entrer en premier car il allait appeler Gabi pour discuter de l'affaire. La sorcière des glaces demande s'il parle de l'ombre de chat et si elle est revenue. Il répond oui, bien qu'il attende toujours une mission. Pendant ce temps, le bébé dragon s'étire, essayant de réveiller le MC car elle ne trouve pas Kan. Cependant, il n'ouvre pas les yeux, et elle commence à toucher ses cheveux, provoquant une légère égratignure. Puis son estomac commence à gargouiller, et elle attrape une chaise et la place devant le frigo. Elle grimpe alors, et en l'ouvrant, se retrouve face à face avec une mandragore. Elle la ramasse, la trouvant étrange, et immédiatement, le monstre commence à hurler sauvagement, mais Kul la met juste dans sa bouche et essaie de la manger, mais se fâche car elle a un goût horrible. Après un moment, le MC apparaît avec des cheveux enflammés et voit le bébé dragon avec le ventre plein après avoir mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo, et le MC indique clairement qu'il la grondera à son réveil. Kan n'arrive pas non plus à croire qu'elle ait mangé tout ce qu'il y avait dans le frigo. L'animateur la ramasse et lui demande où diable Kan était ces derniers jours. Il répond qu'il enquêtait sur les conditions dans lesquelles chaque faille se forme et a donc visité les endroits où les donjons sont apparus. Il est surpris par un tel effort et demande s'il a découvert quelque chose,
mais il répond malheureusement que non car il n'a vu que des monstres que l'on voit communément sur le continent d'Espan. Chulo est surpris d'entendre cela et demande si par hasard les cheveux enflammés sont un monstre. Il se met en colère en entendant cela et avertit que les dragons sont une grande race et demande donc de ne pas les comparer aux monstres. Il réfléchit que cela signifie qu'il y a au moins une chance que des monstres ou quelque chose d'encore plus grand traverse les failles, et il ne sait pas comment il a oublié une chose pareille. Il a donc demandé à être informé immédiatement si quelque chose d'étrange est vu. Kan répond oui et demande si son ami n'a pas atteint le niveau de maître 6 et s'il ne peut pas contrôler les voiles dimensionnelles. Il répond non et ne sait même pas qui les a créés ni pourquoi ils apparaissent. Kan demande alors comment il est retourné dans ce monde, et il dit que c'est une longue histoire et qu'ils en parleront un autre jour. Puis il avertit qu'ils doivent aller au marché pour faire des courses. Pendant ce temps, dans la banlieue de Xinxiuan, Cheyenne enquête et se rend compte qu'il n'y a aucune trace. À ce moment, une silhouette verte passe derrière elle et commence à se déplacer à grande vitesse. Elle prépare son énergie, et la silhouette s'approche tellement qu'elle touche presque son visage. Ce n'est qu'alors qu'elle réalise que c'est l'éveillée Gabi. La jeune fille dit qu'elle est surprise de voir enfin la sorcière des glaces de Saint-Champ. Elle dit qu'elle a regardé autour d'elle et qu'elle n'avait aucune idée de qui elle était. Cheyenne, un peu gênée car devant elle se trouve une éveillée de niveau 1, qui est le plus élevé possible, la salue avec le surnom d'ombre de chat. Mais elle demande à ne pas être appelée ainsi, disant qu'elle peut simplement l'appeler sœur, et demande si elle est une nouvelle recrue car elle est vraiment mignonne, et lui demande de ne pas être nerveuse, voulant aussi savoir quel âge elle a et ce qu'elle fait là. Xian dit que c'est sa 10e année, et la sorcière trouve cela incroyable car quelqu'un qui a franchi la barrière sans causer de perturbation est devant elle et se demande si elle est vraiment une éveillée de niveau 1, ne comprenant pas non plus comment elle n'a pas fait le top 30 il y a longtemps et comment elle a l'air si jeune. Gabi tend la main en disant qu'elle a vu le gardien précédent plusieurs fois et demande si elle est nouvelle. Xian se présente et dit « oui ». La jeune fille demande alors ce qui se passe, et elle répond qu'il y a eu un accident, que 13 mandragores ont disparu. Cat Shadow demande qui a brisé la barrière, et la sorcière des glaces dit que c'était une éveillée de niveau 4 de leur équipe. Elle trouve cela étrange car franchir une barrière de niveau 4 sans laisser de traces devrait être quelqu'un au moins de niveau 3, et recommande donc de commencer par traquer les mercenaires du centre-ville. Puis elle demande où se trouve le plus grand groupe de mercenaires à proximité. Cheyenne dit qu'ils sont au temple des mercenaires à Sudémon. Gabi a demandé d'y aller en premier, disant aussi qu'elle a faim, ils doivent donc s'arrêter pour manger et seulement ensuite aller trouver le morveux avec qui elle se battait tout le temps et demander au gars d'acheter de la nourriture pour tout le monde. Sans que quelqu'un parle de lui à ce moment-là. Pendant ce temps, Kan couvre sa petite sœur de baisers, disant qu'elle est très mignonne et adorable. Il ne peut s'empêcher de l'admirer et demande à qui le bébé dragon ressemble pour être si mignon. Puis il réalise que le MC regardé, embarrassé, demande depuis combien de temps il est dans la pièce. Il répond depuis le début et lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne voit rien de mal à un frère et sa petite sœur. Puis il lui dit de remplir un bol d'eau, et Fairer demande ce qu'il tient dans ses mains. Il dit que c'est quelque chose appelé pastèque et demande s'il n'en a jamais vu sur le continent d'Espen. Kan dit que c'est la première fois qu'il en voit une et demande si la partie rouge est de la viande. Il dit que non et qu'au début il pensait que c'était un fruit, mais apparemment c'est classé comme un légume. Puis Kan ramasse un poulet et demande ce qu'il fait là. Le MC dit que c'est un poulet, mais il dit qu'il sait déjà ce qu'est un poulet. Cela surprend suffisamment le MC pour demander s'ils existaient sur le continent d'Espan. Puis il montre une mandragore et Fairer, sachant ce que c'est, demande où diable il en a trouvé une. Il dit qu'il se promenait et l'a ramassée par terre et commence à imaginer que les mandragores absorbent l'énergie thermique et aident le corps à se rafraîchir. Il sait aussi qu'elles ont une texture grossière et une saveur sucrée, et c'est pourquoi elles se marient bien avec les plats chauds et froids. Puis, tout en manipulant le poulet, Kant demande pourquoi il continue à bourrer l'intérieur, et il répond que c'est nécessaire, puis le met dans la marmite car ils doivent attendre qu'il soit prêt. À ce moment, quelqu'un entre dans le restaurant en disant qu'il ne savait pas qu'il y en avait un à cet endroit. C'était Cheyenne accompagné de Sanho et Gabi. La sorcière des glaces le salue, et l'animateur les accueille. Immédiatement, le mage de la lance s'excuse et dit qu'il y a un invité présent et demande à Kan si c'est lui qui travaille là. Chulo dit, c'est toujours bon d'avoir des clients au restaurant, et dit que Fairer est l'un des cuisiniers. Puis dit, ils ont fait un sangiotan et veut savoir s'ils aimeraient l'essayer. Gabi demande rapidement à être exclue car elle est végétarienne. L'animateur y réfléchit et sert finalement le sangiotan et des cubes de kimchi de mandragore. Les éveillés sont surpris par l'apparence, et Cheyenne ne perd pas de temps et prend une bouchée du morceau de poulet, le trouvant absurdement délicieux. Avec des yeux pétillants, elle dit que le kimchi est absurdement rafraîchissant. Gabi se contente de regarder de loin, et l'animateur demande si elle est vraiment végétarienne. Elle répond oui et demande s'il existe un plat de ce style. Il dit qu'il ne sait pas grand-chose et demande si par hasard elle aimerait manger une pastèque car le restaurant en a. Elle est excitée car elle adore manger de la pastèque et en demande un peu. L'animateur commence à préparer car il existe de nombreuses façons de savourer une pastèque, et c'est savoureux, tranché, congelé ou mélangé. Il décide qu'il va essayer une méthode différente. Tout d'abord, en prélevant uniquement la chair de la pastèque et en la coupant en petits morceaux.
Il décide qu'il va aussi ajouter d'autres fruits comme des bailles ou du kiwi. Puis il pense, je peux le mettre à l'intérieur de la pastèque. Il ajoute une boisson gazeuse au citron, et enfin, son punch à la pastèque et aux fruits est prêt, et Gabi est heureuse car il a l'air vraiment bon. Cheyenne utilise son pouvoir pour ajouter quelques glaçons à la pastèque, et l'animateur est surpris de voir qu'elle est une éveillée. Sanho dit que la jeune fille est la sorcière des glaces qui protège Shin-chan. Elle dit qu'elle n'aime pas ce titre ni aucun type de surnom car elle trouve sorcière très étrange. Elle dit aussi qu'à l'école, il y a quelque chose appelé une bataille royale qui se produit chaque année, et elle s'est fait prendre au piège de l'adversaire, a fini par exposer complètement son mouvement final et a essayé de faire bonne figure. Mais cela semble avoir été une grosse erreur, et c'est pourquoi elle boude, disant qu'elle a tout gâché. Shello pense que toutes sortes de tireurs continuent d'apparaître les uns après les autres, alors quand il regarde sur le côté, il pense que Gabi est à un autre niveau car juste sa présence rend évident qu'elle est au niveau de gardien ou au-dessus, et il pense aussi qu'elle est belle. La jeune fille sourit, les remerciant pour le repas, et cela lui fait juste penser qu'elle est encore plus belle avec ce sourire. Une fois que tout est terminé, les plats vont à l'évier, et les deux commencent à les laver. Avec Kan commentant que Gabi est très jolie, l'animateur est d'accord, et il continue en disant qu'elle est une très jolie fille pour un humain et ne semble même pas être une personne. Il dit que c'est une elfe et, après avoir utilisé son œil de détection, voit que son alignement est neutre. Sa classe est charge furtive de dieu fantôme. La maîtrise de classe est moyenne et sa compétence est élevée. Kan est surpris car il ne sait pas si c'est vraiment vrai. Et si c'est le cas, il veut savoir comment il connaît ces informations. Il répond qu'il l'a confirmé en utilisant le détecteur oculaire et que comme la jeune fille a le trait de dieu fantôme, c'est une classe que seuls les elfes peuvent avoir. Fire demande si cette race n'a pas les oreilles pointues et si la jeune fille ne les a pas reconnues. Il répond non car elle n'a pas la capacité de détection magique. Il dit cela et pense qu'apparemment, il n'y a pas que des monstres qui traversent les portes dimensionnelles et que d'autres races doivent aussi vivre sur Terre. Il en conclut donc que quelqu'un pourrait cacher sa véritable forme, prétendant être quelqu'un d'autre. Soudain, il appelle Kan et lui dit de faire quelque chose d'unique à manger. Il demande comment il devrait aider. L'animateur répond qu'il a juste besoin d'attraper la cuillère car ils vont faire du jus de pastèque. Après que les trois éveillés ont quitté le restaurant, la sorcière des glaces se lamente que la piste était fausse. Sanho, l'employé, commente au sujet du rat qui a disparu et, en fuyant, se demande s'il ne devrait pas envisager la possibilité que les mandragores aient disparu naturellement. Gabi demande de quoi diable il parle, et il dit juste, c'est une affaire insensée car il n'y a aucune preuve, aucun témoin et aucune victime. Xian commence à penser la même chose car même quelqu'un comme l'ombre de K, qui est de niveau 1, a enquêté et n'a rien trouvé, donc la réponse doit être dans une direction différente. Sanho souligne que quelqu'un a peut-être même mangé les preuves. Cela attire l'attention de Gabi car elle trouve ça très suspect puisqu'il n'y a aucune preuve. Et tout l'endroit est calme même si quelque chose se passe dans la ville, et c'est pourquoi elle dit qu'elle va signaler à la hiérarchie ce qu'ils ont découvert. Le mage lancier reste silencieux sans rien ajouter. Pendant ce temps, quelqu'un allume une cigarette et continue de regarder le ciel étoilé. Il jette un coup d'œil à l'herbe au sol, puis sort son épée, disant qu'ils doivent protéger les survivants et crie à toute son équipe que l'affaire est close. L'animateur ramasse le journal pour le lire jusqu'à ce que le bébé dragon apparaisse en l'appelant. Chulo l'apprend, et Kul commence à dire que les vêtements sans manches sont attrayants, et il est d'accord car il fait très chaud. Puis son ventre commence à gargouiller, et elle regarde sur le côté en disant qu'elle a faim. Il commence à réfléchir à ce qu'il devrait manger au petit déjeuner, car il s'en soucie toujours, parce que la vie est courte et qu'il n'y a que 3 chances par jour de manger quelque chose de savoureux. Le bébé dragon continue de le regarder, et l'animateur commence à lui tirer la joue car sa vie est tout sauf courte et décide qu'il fera du riz blanc car c'est bon pour la santé. Il la pose par terre pour réveiller son père, et immédiatement le bébé dragon court et saute vers Kan, qui dort paisiblement jusqu'à ce qu'il se réveille en sursaut sans comprendre ce qui se passe, et tout ce que fait l'animateur, c'est rire de la situation. Quelques instants plus tard, le plat est prêt, et ce jour-là, c'était du bibimbap aux œufs belto et aux légumes. Fire est excité car ça sent très bon. Et après avoir bien mélangé la marmite, les trois décident de l'essayer et sont émerveillés par la délicieuse saveur. Après que tout le monde soit rassasié d'avoir autant mangé, l'animateur commente que le bébé dragon agit bizarrement puisqu'il s'endort toujours après avoir mangé. Kan commente que le bébé dragon est encore un nouveau-né, et bientôt ils pourront connaître sa classe car à cet âge, ils mangent et dorment généralement beaucoup. Chulo commence à réfléchir à la classe que Kul maîtrisera, et après que Kan l'ait emmené dormir, quelqu'un arrive à la boutique et l'animateur l'accueille. L'homme s'assoit et dit qu'il aimerait manger des ramen, mais l'animateur souriant dit que le riz froid est le meilleur et qu'il est même prêt. L'homme est d'accord car le riz se mariera bien avec les ramen. Puis il ramasse le journal et quelque chose attire son attention quand il voit qui est dans les nouvelles. Quelque temps plus tard, toujours au restaurant, l'homme complimente le délicieux plat qu'il mange, et Chulo sait que c'est parce qu'il l'a fait avec des mandragores. À ce moment-là, Choi entre dans le restaurant et salue à la fois l'animateur et Sixin. Il se retourne surpris et demande s'il va manger par hasard.
Choi explique qu'il n'a pas beaucoup de temps pour manger et qu'il s'est juste arrêté pour dire bonjour. L'animateur dit que les difficultés de l'été sont probablement arrivées, et il répond qu'il a vraiment du mal à survivre, mais dit joyeusement qu'il a senti son énergie augmenter après avoir beaucoup mangé, et CHUL sait que c'est grâce au mandragore. À ce moment-là, l'employé de l'association dit à Sixin que le lancier s'est senti agité récemment. Il attire l'attention de l'animateur car il a changé d'expression et explique que le lancier fait partie des mercenaires du temple et qu'il prend sa retraite ce jour-là, c'est pourquoi tout le monde est en état d'urgence. CHUL demande ce qu'il entend par prendre sa retraite, et il répond que, malheureusement, c'est tout, et que tout le monde l'admire profondément. L'animateur, toujours confus, demande s'il s'est passé quelque chose, et il répond qu'il y a eu un accident il y a 10 ans lorsque des monstres ont traversé la porte de Seo Diamond, et c'était la première mission de Sanho. Et à ce moment-là, 4 des 5 gardiens de l'âme sont morts en essayant d'arrêter la grande invasion. Il réfléchit à Taizong, qui est classé comme un éveillé de niveau 3, mais dont le véritable pouvoir dépasse de loin ce dont le niveau 3 est capable. Il est un leader exceptionnel et un commandant sur le champ de bataille, et de nombreuses personnes lui doivent la vie, c'est pourquoi il le respecte énormément. Le président de l'association lit également l'article dans le journal et dit qu'il savait déjà que cela se produirait. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et il leur dit d'entrer. C'était Taejon. Après qu'il se soit assis à la table, le président demande s'il va vraiment prendre sa retraite et il répond oui. Jin ça n'aime pas du tout ça et commence à crier si ce n'était pas trop soudain puisque son ami était celui qui a créé le régiment de mercenaires. Et toujours dans le passé, quand il est apparu dans la ville il y a 30 ans, il était toujours à ses côtés. Tai Zhuang pose sa tasse sur la table et dit que personne ne fait rien seul dans ce monde et que tout le monde a travaillé dur. Il avertit également qu'il est déjà fatigué, et par conséquent, je veux alléger le poids de la responsabilité de ses épaules. Il dit à peine cela et part, même s'il prévoit de se reparler une autre fois. Le président s'agite, imaginant que le mage lancier a dû devenir déprimé. Dehors, Tai Zhuang trouve la journée belle jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un l'appeler, disant qu'il est un crétin fou qui n'a apparemment jamais entendu le mot espoir. Quand il se retourne, il réalise que c'est Sanho. De retour au restaurant, l'animateur prépare un plat jusqu'à ce qu'il remarque des visiteurs. C'était Sanho accompagné de Tai Jiwon. L'animateur dit que le plat du jour est de la viande coréenne faite maison. Il regarde et imagine que le retraité semble avoir son âge et remarque également que le titre de vieux général lui convient parfaitement. Taejon dit qu'il n'est pas pressé, donc les plats peuvent prendre autant de temps que nécessaire. CHUL aime entendre ça. Le mage lancier dit qu'il ne boira pas car il est un peu occupé et a seulement montré le chemin du restaurant avant de partir. Taejon s'excuse, traitant le garçon d'immature. Et quand il prend sa cigarette, il réalise qu'il ne sait même pas s'il peut fumer là et s'excuse. L'animateur dit que ce n'est pas un problème car il n'y a pas d'autres clients. Le général remarque que l'odeur est bonne et avoue que l'odeur du riz cuit est quelque chose qu'il n'a pas senti depuis longtemps et se sent nostalgique. Chulo devient pensif à ce sujet car tout le monde a quelque chose qui lui manque. Il décide que le plat sera une ragoût de pâte de soja, et puisque chaque propriétaire a sa propre recette, il le sert pendant longtemps avec juste de la pâte de soja et des légumes sans le bouillon. Comme ça le rend beaucoup plus savoureux, puis il fait frire l'œuf séparément dans un poisson grillé salé, ce qui donne une viande coréenne traditionnelle. Taejon est émerveillé par le résultat. Et après en avoir pris avec la cuillère, il le met dans sa bouche et ses yeux s'illuminent. Puis il prend le riz et le met dans sa bouche aussi, sentant que c'est vraiment une saveur faite maison. Il dit qu'il a 30 ans, donc sa mémoire est floue et admet que le temps passe en un clin d'œil. Il commence à dire que lorsqu'il a quitté sa ville, il pensait qu'il reviendrait bientôt car tout le monde voulait aller à Séoul juste pour des raisons de survie. Et à cause de cela, il n'oubliera jamais la grande invasion finale qui s'est produite il y a 10 ans. Il continue d'expliquer de quoi il s'agit et dit qu'il y a 30 ans, des monstres ont commencé à apparaître, et de nombreux pays et villes du monde se sont effondrés. Et à cause de cela, d'innombrables personnes ont perdu la vie. Il dit aussi qu'à l'époque, il a dû prendre son épée pour défendre sa ville natale, et à cause de cela, ses capacités physiques se sont considérablement améliorées. Et pour cette raison, il a dirigé des éveillés, et les habitants de sa ville ont réussi à se diriger vers Seoul. Il termine en disant que c'était le début du noyau du temple des mercenaires qu'il a créé. Et à partir de ce moment-là, les gens se sont rassemblés et ont pu reconstruire la ville, et le monde a recommencé à changer. Et à partir de ce moment, les titres de gardiens ont commencé à apparaître. Taejon dit que bien que cela s'appelle la Corée, c'est essentiellement le Séoul dans lequel ils vivent. Et quand le monde a commencé à s'adapter, un changement s'est produit, un nouvel incident il y a 10 ans, et les monstres quotidiens ont été classés comme des niveaux de boss. Et c'était la grande invasion finale. Le mage lancier était attaqué à ce moment-là. Et même en bloquant l'attaque, il réalisa qu'il ne pouvait pas rivaliser seul contre le monstre. Et s'il continuait, il mourrait, et tout ce qu'il voulait, c'était rester en vie. À ce moment-là, Tai Zhuang est apparu, achevant le monstre d'un seul coup. Puis il a appelé le garçon en lui demandant de se réveiller. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était trembler, et dans son esprit, il avait besoin de fuir à tout prix. Cependant, le général l'a encouragé,
disant qu'affronter les moments difficiles signifie rester en vie, car si vous reculez, vous passerez toute votre vie à reculer. Après que l'un saisisse la main de l'autre, il demande quel était le nom du lancier, et il a répondu San-Ho. Il demande s'il est le gardien nouvellement nommé, et le lancier répond immédiatement oui. Il prépare son épée, demandant au gardien novice de faire attention. Et après s'être positionné devant le monstre géant, il frappe un seul coup précis qui coupe complètement le boss en deux. Après cette fin, il se retourne en souriant, disant qu'ils doivent tracer leur propre chemin. San-Ho était émerveillé d'entendre ça. De retour à la réalité, il tenait son casque, regardant du sommet de la montagne. Puis il commence à bouger, faisant une patrouille essayant de trouver un monstre. Il regarde d'un côté à l'autre car ce devrait être le lieu de repos et pensant toujours, il croit que c'est la zone silencieuse et qu'elle doit devenir le lieu de la vraie paix. Soudain, il se met à pleurer et tombe à genoux, essayant de comprendre pourquoi il n'y a pas un seul monstre dans cette région et croit qu'il ne pourra plus rien aider. Pendant ce temps, Taijang continue de parler. Et après avoir éteint sa cigarette, il dit que jour après jour, il n'a eu que des regrets car il devait être parfait parce qu'il devait protéger les gens pour rester en vie. Il dit aussi que faire des erreurs n'est pas permis car les gens peuvent mourir à cause des erreurs des autres. Ces mots font que CHULO s'arrête pour réfléchir car au début, il pensait que la pensée de Tajuan était immature pour son âge. Mais ensuite, il se rend compte qu'il a appris en tant que personne, étant conscient que se concentrer sur le fait d'être parfait comme ça finit par briser la personne à l'intérieur. Puis il demande s'il retournera vraiment dans sa ville natale. Il répond oui. MC le regarde en pensant qu'il comprend toute la douleur qu'il a dû traverser car lui-même a vécu partout dans le monde et la plupart du temps a vécu dans un monde comme celui-là. Soudain, l'ex-général demande l'addition, mais le présentateur répond que c'est gratuit. Il est surpris, mais CHULO explique que le restaurant offre un service gratuit à ceux qui retournent dans leur ville natale. Il trouve le restaurant un peu étrange, mais remercie pour le repas, demandant de bien vouloir continuer à prendre soin du têtu San-Ho. Le présentateur attire l'attention, disant que le garçon est déjà un bon gardien, et il soupire de soulagement. D'accord, il explique qu'il considère le garçon comme un fils, et avec son dernier sourire, il dit qu'il a passé une nuit très agréable, partant peu après. Il va à la porte et se dit juste que les vieilles personnes ne meurent pas. Elles disparaissent, c'est tout. Taijang prend sa moto et commence à voyager jusqu'à ce qu'il s'arrête et regarde le paysage de la ville. Du haut de la colline, San-Ho regardait aussi, et avec des larmes dans les yeux, tout ce qu'il souhaitait, c'était que le vieil homme prenne soin de lui et vive bien. Puis il disparaît. À ce moment, le Gumiho apparaît et pense que les humains sont faibles, bien qu'il ait trouvé le présentateur incroyable pour avoir donné des pierres douces qui ne faisaient pas mal, et il est heureux qu'une nouvelle personne gentille soit apparue. Après cela, le présentateur est perdu dans ses pensées, et tout ce qu'il peut faire est de crier, demandant si l'Antera s'est réveillé, mais sa mémoire s'affaiblit de plus en plus. Maintenant, il était devant le roi du monde, et tout ce que le monstre a fait, c'est demander pourquoi il l'avait convoqué dans cette dimension. Il a demandé cela avec son pouvoir dirigé vers le présentateur. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, n'entendant que des absurdités. À cause de cela, il serre le poing car un ennemi devant lui a de nombreux cercles magiques pointés. Alors le présentateur charge de toutes ses forces, heurtant les deux attaques. À ce moment, il se réveille en sursaut et en regardant sur le côté, voit Kan trembler de peur dans le coin de la pièce. CHULO demande ce qui ne va pas, mais Fairer répond juste que le présentateur rayonnait une intention meurtrière dévastatrice et trouve donc cette question amusante. Il ne comprend pas tout à fait ce qui s'est passé et s'excuse car même après 10 ans, cela arrive encore parfois. Il se dit que la raison doit être qu'il a entendu parler de la grande invasion de monstres qui a eu lieu il y a 10 ans, et c'était exactement le jour où il s'est affronté avec le roi démon. Il ne croit donc pas que ce soit juste une coïncidence. Regardant par la fenêtre, il croit qu'ils ne se reverront plus. Après cela, il va voir le bébé dragon et se rend compte qu'elle dessine, montrant qu'elle est vraiment une enfant. Il a demandé ce qu'elle avait dessiné et si c'était un poulet, et elle répond que c'est le menu du jour. Puis elle se confond et recommence à dessiner, et il essaie de comprendre si c'est un poisson. Et si, par hasard, elle a déjà vu une sirène, alors il la prend car il ne peut pas résister à sa gentillesse. CHULO la caresse et dit qu'il préparera du poulet pour ce jour-là, mais elle devra effacer tous les dessins. À ce moment, Kan apparaît effrayé, voulant savoir si sa petite sœur lui a causé des problèmes. Il explique qu'il a enseigné le nettoyage à Kul, et ce n'est qu'alors que celui aux cheveux de feu se rend compte que d'une manière ou d'une autre, le présentateur est plus proche du bébé dragon que lui-même. Et il lui dit d'arrêter avec la paranoïa et de s'occuper de la maison puisqu'il devra faire des courses. Après être arrivé en ville, il achète beaucoup de poulet car il sait que quelqu'un au restaurant en mange beaucoup. Le vendeur en profite pour commenter qu'il y a un festival ce jour-là et pointe dans une direction en disant que ce sera sur la place. Un golem est devant tout le monde en train de faire une présentation, et le présentateur regarde aussi jusqu'à ce que Gabi s'approche et le salue, disant aussi qu'elle est venue là pour passer le test de l'ogre. Il est confus par ce nom, et elle explique que c'est le nom du golem. Il devient pensif à ce sujet car apparemment, il existait aussi sur le continent Aspen.
Il sait que la force du golem est puissante et qu'il a des limites claires car la manipulation est difficile, mais il est fort contre les monstres géants. Inversement, il est faible contre les petits monstres rapides, et il sait aussi que presque personne ne pourrait le monter. À cause de cela, il demande si elle va essayer de contrôler le golem. Elle répond qu'en fait, la personne responsable est un éveillé de niveau 1. CHULO se rend compte que l'une des 3 personnes de niveau 1 est à l'intérieur du golem, et la raison pour laquelle personne ne pouvait le monter était simple, car vous devez être capable de supporter l'énergie émise par la pierre magique. À ce moment, Kim sort du golem. Il est un éveillé de niveau 1. Le présentateur se dit que c'est une capacité décente mais qu'elle coûte énormément d'argent, il est donc difficile de rentabiliser l'argent lui-même. Comme il n'y a rien d'autre à voir là-bas, il dit au revoir, et Gabi demande si le restaurant sera ouvert ce jour-là. Il répond oui et qu'il est ouvert toute l'année, sauf si quelque chose de spécial se produit. Elle dit que c'est un soulagement et dit aussi qu'elle lui rendra visite. L'après-midi passe, et le présentateur retourne au restaurant jusqu'à ce qu'il remarque une étrange créature avec le bébé dragon. À cause de cela, il demande à celui aux cheveux de feu si l'esprit est le sien. Kan, heureux, dit qu'il a été déclaré maître des esprits, et c'est sa nouvelle classe. Puis il se vante car sa petite sœur est devenue quelqu'un de puissant. Le bébé dragon commence à appeler l'esprit mère, mais Kan lui demande de ne pas faire ça car il n'est pas sa mère et commence à s'inquiéter, bien qu'il ne sache pas ce qui va se passer ensuite. CHULO rit de la situation et pense que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu un esprit en mode non combattant car leur pouvoir est de haut niveau et vraiment formidable. Il sait que, initialement, les esprits sont simples à invoquer depuis une autre dimension et sont classés comme bas, moyen et haut niveau. De plus, dans le royaume des démons où vivent les démons, le royaume des esprits se trouve sur le continent Aspen et comprend la dimension où se trouve la Terre. Il croit donc qu'il y a déjà 4 dimensions connectées à la Terre. Il commence à se rendre compte que son cerveau ne peut plus suivre autant d'informations, et sa prochaine question est de savoir s'il a appris à l'esprit à nettoyer. Il répond clairement oui, et elle le démontre en jetant de l'eau sur les dessins. Le présentateur trouve cela intéressant car l'esprit de cette classe sera très utile. Il va ensuite à la cuisiner, tout en préparant le plat, dit que le menu sera du poulet. Toutes sortes de poulets pourraient être faits et appréciés sur Terre, en particulier le poulet assaisonné et le poulet à la sauce soja car ce sont les bases. Il commence à frire jusqu'à ce que finalement son plat, du poulet frit, soit prêt. Immédiatement, Kul demande de la nourriture, et le présentateur lui en donne un morceau car il veut la voir l'essayer. Après quelques bouchées, elle commence à attirer l'attention de CHULO et, avec des yeux brillants, dit que c'est extrêmement délicieux. Kan commence à baver aussi et court pour prendre un morceau, mais le présentateur lui dit d'attendre et, avec un regard effrayant, dit que dans ce monde, il existe un moyen de découvrir l'essence d'une personne en mangeant du poulet ensemble. Il ne comprend pas tout à fait ce que cela signifie, et le présentateur, débordant de puissance, demande quelle partie du poulet il mangera en premier. Une fois de plus, il ne comprend pas où cela va et demande si cela fait une différence. Il hésite à répondre et prend un morceau dans sa main, voulant savoir si l'essence sera révélée par le morceau qu'il a choisi. Cependant, le présentateur s'excuse, disant que c'était juste une blague, et leur demande de manger aussi jusqu'à ce qu'il voit le bébé dragon allongé car elle a mangé tout le poulet seul et n'en a laissé à personne. CHULO prend une bière car c'est son accompagnement avec du poulet, et les 2 trinquent car la boisson est autorisée. Kan commence à manger car il mourait de faim et est étonné de la facilité avec laquelle le présentateur peut désosser si proprement. Les 2 continuent à parler et à manger jusqu'à ce que le bébé dragon remarque quelque chose et voit plusieurs feux d'artifice à l'extérieur de la fenêtre. Le présentateur se dit que le festival est toujours en cours, et Kan, surpris, dit que pendant un moment, il a cru qu'une guerre avait commencé. CHULO va à la fenêtre pour montrer les feux d'artifice à Kul, qui est très heureuse de les regarder. Cela fait réfléchir le présentateur sur le fait que le bébé dragon n'a vécu qu'à l'intérieur du restaurant et croit qu'elle se sent étouffée. Kan dit que bientôt elle pourra sortir une fois qu'elle aura libéré ses pouvoirs. Il demande s'il pourra aussi cracher du feu, et Kan répond oui. Il trouve cela intéressant car il est impatient de le voir, et le festival bat son plein avec les feux d'artifice. Pendant ce temps, teste ses golems et remarque qu'ils sont très lourds, ils ont donc besoin de quelques ajustements. Il finit enfin et en partant, croise Gabi qui le salue pour avoir travaillé dur. Il s'approche, demandant si elle est vraiment devenue une grand-mère après que les gens l'aient appelée une vieille sorcière. Elle lui dit de se taire, mais le garçon passe juste en disant qu'il a besoin d'une douche avant de manger. À cause de cela, il demande si elle connaît un restaurant intéressant. Ayant également entendu dire que Tejon avait pris sa retraite et que Sanho devait se sentir seule, elle répond qu'elle a également entendu dire que le vieil homme était retourné dans sa ville natale, mais admet qu'elle a trouvé cela intéressant car il était temps pour lui de se reposer. Le garçon commente qu'il aimerait avoir une ville natale où retourner, et elle reste juste silencieuse à l'écoute de cela. Puis elle demande s'il a une nouvelle pierre magique en attente, et il dit oui car c'est une puissance hautement condensée, bien que pas une puissance magique pure. Après avoir dit cela, il se demande pourquoi elle est soudainement apparue après avoir quitté le donjon. Gabi répond oui, et que ce donjon est le type sans monstre, seulement une mine pleine de pierres magiques.
Et le seul problème qu'elle a trouvé était une étrange lumière qui est apparue, c'est pourquoi elle ressent quelque chose d'étrange, comme si même la pluie tombait dans un endroit où il est impossible de pleuvoir. Les trésors pris par les dragons dans le passé ont été laissés sous la gestion du gobelin. Et pendant que le présentateur se battait contre le roi démon, beaucoup d'entre eux ont été détruits. De plus, les dragons l'ont évité après tous les événements, et parmi les nombreux trésors qu'il a pris, l'un d'eux était le détecteur de mana magique, et il était heureux qu'il fonctionne également sur Terre. Il était à l'intérieur du donjon en train d'observer les éveillés et d'essayer de comprendre si ce donjon était une mine de cristal de mana, et si utilisé correctement, cela pourrait devenir une grande découverte en peu de temps. Quoi qu'il en soit, il trouve cela étrange car pour que le donjon se soit simplement effondré à cause du roi démon, le mana détecté est excessif. À ce moment, il voit une fissure et se rend compte que ça a commencé. Elle devient de plus en plus intense jusqu'à ce qu'elle se forme comme une porte qui s'ouvre et plusieurs créatures apparaissent de l'intérieur. Immédiatement, le mage lancier ordonne à tout le monde d'entrer en formation dès car les sangliers géants attaquent. Il ordonne au reste de l'équipe de bloquer de l'extérieur car un sanglier de niveau 6 évolue très bien pour le combat. Les éveillés se préparent et utilisent peu après leur technique de blocage. Au même moment, Sanho saute, mais est confus car les monstres ont été vaincus sans plus ni moins. Il sait ce que ça signifie et commence à crier que le roi arrive. Et comme le boss du donjon va apparaître, les gros sangliers vont disparaître, et ils doivent donc donner la priorité aux blessés. Le portail devient de plus en plus intense. Et quand il réalise, les monstres n'ont pas disparu. Et pour empirer les choses, toute son équipe est acculée par eux. Il devient désespéré car il doit faire quelque chose. Et s'il veut protéger les membres de l'équipe, ce Vicente doit choisir l'arrière-garde. Cependant, des membres de l'équipe sont piégés près du roi, et il ne sait pas quel est le bon choix pour protéger. Il commence à trembler car il doit toujours regretter chaque jour jusqu'à ce qu'il s'arrête pour réfléchir et entendre une voix dans sa tête l'encourageant. Nous disparaissons à la place des autres parce que la précipitation ne te permet pas de fuir en te cachant. Cependant, il visualise aussi le vieux général disant que faire un seul pas en avant dans de tels moments, c'est ce qui rend quelqu'un fort. Il retrouve son courage car il est déterminé à devenir un vrai héros. À cause de ça, il attire l'attention de tout le monde et court vers les monstres, prévenant qu'il prendra la tête avec toute sa force. Immédiatement, il avance en attaquant tous les monstres en même temps jusqu'à ce qu'il repère enfin le boss. Il se prépare car il a atteint sa limite de mana et il y a encore beaucoup de monstres, mais il sait qu'il ne peut pas rester immobile car d'autres sangliers géants continuent de sortir du portail à tout moment. Toute l'équipe se bat, et maintenant Sanho est face à face avec le roi sanglier, qui est absurdement géant. Il tient fermement sa lance et commence à déborder d'une énergie absurde, disant qu'il va ouvrir la voie, et il la lance donc de toutes ses forces à ce moment précis. L'attaque était assez forte pour faire exploser la créature et laisser une traînée de destruction tout au long du chemin. Il regarde incrédulé, en tenant à nouveau la lance, essaie de comprendre d'où vient cette puissance qui déborde de son corps. Immédiatement, il prévient de secourir les blessés, mais un membre de l'équipe crie qu'un autre roi sanglier est apparu. Il est surpris en entendant ça et ordonne à nouveau à tout le monde de se préparer à défendre. Le boss laisse échapper un fort rugissement, et il essaie de se calmer car ils ont seulement besoin de tenir jusqu'à ce que l'association arrive avec des renforts. Cependant, sa plus grande préoccupation est de ne pas savoir combien de temps ils peuvent résister. À ce moment-là, une lumière intense émerge, et tout le monde essaie de comprendre ce que c'est car tous les monstres disparaissent comme s'ils n'étaient rien, y compris le roi sanglier. Après que la lumière ait disparu, ils essaient de comprendre ce qui s'est passé car les monstres ont simplement disparu. Sanho court vers son ami en lui demandant s'il peut se relever, et il répond oui, bien que confus par ce qui s'est passé. Ils se soutiennent mutuellement, et le capitaine crie pour qu'ils sortent de la colline aussi vite que possible. Et il essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé, et l'animateur regarde tout le monde depuis le sommet de la montagne. Il soupire, se souvenant juste de ce que le garçon a dit avant, et s'assoit calmement car il ne croit pas qu'il y ait un éveillé qui découvrirait son pouvoir, et il est heureux d'avoir sauvé quelques vies. Il regarde Sanho et se souvient que le garçon a dit qu'il était au niveau 2, et avec le nouvel accomplissement de vaincre les rois porcs, il atteindra certainement le niveau 1 et deviendra le 4e éveillé de ce niveau. À ce moment-là, seul son estomac commence à gargouiller, et il se demande s'il devrait manger d'abord ou pas. Après être retourné au restaurant, Kan allume un feu, mais l'animateur prévient que la flamme n'est pas assez forte. Soudain, il disparaît et apparaît avec plus de bois de chauffage, surprenant celui aux cheveux de feu qui imagine que son propre corps a mis 50 ans à maîtriser les arts martiaux au-delà de la catégorie de maître d'épée pour obtenir le pouvoir de la Renaissance et ne peut pas imaginer à quel point CHULO est puissant. L'animateur remarque que son ami est plongé dans ses pensées et lui demande à quoi il pense. Il se sent embarrassé et répond que ce n'est rien jusqu'à ce que le bébé dragon se réveille, et en remarquant les flammes, utilise son pouvoir pour invoquer un esprit de l'eau qui apparaît et commence à faire des mouvements de main et éteint immédiatement le feu, les laissant tous les deux dévastés. Après cela, l'animateur dit qu'il va chercher plus de bois de chauffage et prépare alors seulement le roi de la poitrine de porc grillé. Kan le remercie pour le repas, mais l'animateur ajoute un morceau d'enveloppe et lui demande de l'essayer.
Il le mange sans hésitation et crie que c'est savoureux. Chulot en profite pour demander s'il enquête toujours sur les donjons, et il répond oui car tout le temps en dehors du restaurant est passé à enquêter et demande pourquoi. Il dit qu'il était dans le donjon magique de la mine de pierre quand un troupeau géant de porcs est apparu, et qu'ils étaient de type combat, ce qui signifie que les porcs évoluent pour s'adapter à l'écosystème. Ces monstres ont grossi de façon agressive en quelques jours seulement, bien pas assez pour se comparer avec ceux de l'autre monde. Il conclut que lorsque le portail vers l'autre dimension s'est ouvert, ce n'était pas une énergie du continent espagnol. Khan est surpris en entendant ça, et il termine en disant que les nouveaux portails pourraient être connectés à d'autres dimensions au-delà du continent espagnol, et que probablement quelque chose au-delà de leur compréhension est en train de se produire. Pendant ce temps, à l'association coréenne des éveillés, Sanho explique ce qui s'est passé dans le donjon et dit qu'un flash de lumière intense est apparu, et tous les monstres ont disparu, y compris le boss. Le président commente que Gabi a dit la même chose et, ne sachant pas ce que c'est, le félicite juste car il a avancé à un maître de classe et est aussi proche de devenir le 4e éveillé de niveau 1, et veut donc savoir comment il se sent. Sanho pense que cette nouvelle est géniale et demande si le salaire va augmenter aussi, bien qu'il ne voit pas beaucoup d'intérêt car il n'a jamais le temps de le dépenser. Jin sa demande s'il voudrait quelques jours de congé. Il répond non car il aura des jours chargés de toute façon, et demande seulement de s'assurer que l'équipe recevra un bon bonus. Le président dit que ce ne sera pas un problème et demande quelle est la prochaine classe qu'il choisira. Il répond qu'il a choisi Cœur d'Acier. Cette classe accorde 2 vies et une augmentation drastique de la durabilité générale. Il sait qu'après avoir maîtrisé cette classe, tout son corps sera aussi dur que de l'acier. Il est déterminé car sa vie est toujours en danger, et il ne peut jamais rien faire à ce sujet. Et, fondamentalement, ils ont eu de la chance contre les porcs géants. Et s'il avait Cœur d'Acier, il pourrait au moins gagner du temps. Le président admet que c'était un choix judicieux et dit que Gabi s'occupe de l'enquête sur la mine. Il se lève alors en disant qu'il s'en va, et après avoir pris l'ascenseur, il réfléchit qu'il n'a senti aucune malice dans le flash de lumière qui a éliminé les porcs géants et sait seulement que c'était quelque chose de chaleureux dont il aimerait se rapprocher pour voir. Il se souvient encore que c'était la même chose avec les Belto et ne sait pas si c'est une force mystérieuse ou quelqu'un qui aide secrètement. Il conclut seulement que quiconque a aidé les 2 fois est quelqu'un avec des pouvoirs inégalés et pris juste pour que la source de ce pouvoir ne se retourne pas contre eux. Pendant ce temps, au restaurant, une autre boisson est servie, et Khan attire l'attention du maître de cérémonie et demande si, par hasard, le roi démon était fort. Le maître de cérémonie répond qu'il était définitivement un être incroyable, bien que lui-même soit encore plus fort. Alors celui aux cheveux de feu demande s'il déteste le roi démon, et le maître de cérémonie répond que, oui, il y a eu un temps où il le détestait, puis il a été invoqué sur Terre, et les êtres chers l'ont aidé à s'adapter. Ces mêmes personnes ont été tuées par l'armée du roi démon, et comme il avait beaucoup de pouvoir, il a juré qu'il les arrêterait. Il y a eu des années de guerre et d'effusion de sang partout, et quand cela s'est finalement terminé, aucun de ses amis n'était resté en vie. Alors il souligne une fois de plus qu'il le détestait. Le roi démon se tenait devant lui, se demandant s'il était responsable de l'avoir invoqué dans cette dimension, et tout ce que le maître de cérémonie avait à l'époque était de la haine. Il précise qu'à l'époque, le roi démon a été invoqué par quelqu'un. Khan est confus par ça, et le maître de cérémonie continue en disant que le roi démon a été littéralement invoqué sur le continent espagnol tout comme lui. Khan ne sait pas comment il est possible d'invoquer le roi démon lui-même et demande comment il est retourné sur Terre. Le maître de cérémonie reste silencieux pendant un moment et dit que pendant 10 ans, il a cherché divers mondes et avec le temps a commencé à se sentir désespéré jusqu'à ce qu'une énorme faille apparaisse devant lui, et il a vu d'innombrables bâtiments. Il conclut qu'il est arrivé chez lui à travers cette faille et demande si Khan croit à l'histoire. Sans réfléchir à 2 fois, celui aux cheveux de feu répond que, oui, il croit définitivement tout et pense aussi que le maître de cérémonie a traversé beaucoup de choses. Le maître de cérémonie sourit car il en a vraiment traversé, et il trinque à leur haine pour le roi démon. Pendant qu'ils boivent, CHULO ne peut que penser que pendant un temps, il a détesté le roi démon, mais en même temps, il se sentait désolé pour lui car il avait également été jeté dans un monde étrange et était insupportablement seul. Dans ses souvenirs, il avait les yeux fermés et essayait de réveiller son ami à tout prix. Mais, malheureusement, le résultat de la guerre est d'innombrables morts. Il criait seulement parce que ça ne finissait jamais et a fini par compter sur d'autres choses pour survivre, comme boire, car se saouler lui permettait au moins de dormir. Il sait aussi que s'il n'était pas fort, il aurait perdu la tête il y a longtemps, ou peut-être qu'il l'a perdue et ne s'en souvient pas. À ce moment-là, il se réveille en sueur et en voyant qu'il était allongé, il conclut qu'il a fait un autre cauchemar. Il remarque aussi que le bébé dragon était allongé avec lui et ne sait tout simplement pas quand il s'est retourné et s'est endormi. Puis il va dans une autre pièce et remarque que Khan dort aussi dans une position étrange et réalise que c'est juste un matin ordinaire. À cause de ça, il décide de sortir fumer, et bientôt quelqu'un l'appelle jeune homme. Il demande ce que la dame veut, et elle demande son chemin pour l'Ariran Express. Il ne comprend pas la question car il ne connaît pas ce train, et la vieille dame s'éloigne, se lamentant que personne ne sache.
CHUL retourne à l'intérieur du restaurant confus car il n'a jamais vu cette dame et ne sait pas non plus ce qu'est l'Ariran Express et pense qu'il devrait demander correctement la prochaine fois. Il décide d'ouvrir le restaurant avant qu'il ne se fasse tard, et après l'avoir fait, va à la cuisine pour préparer ses ustensiles. Il nettoie le comptoir, et à ce moment-là, quelqu'un arrive au restaurant en saluant bonjour. C'était Choi qui demandait le menu du jour. Le maître de cérémonie dit qu'il est encore en train de préparer et suggère un simple riz frit comme apéritif. Il remarque de l'eau sur la fenêtre et commente qu'apparemment la nouvelle saison commence et pense que la journée a été très folle. CHULO, qui prépare la nourriture, fait semblant de ne pas avoir entendu car cette eau était en fait parce qu'il n'a pas ajusté l'intérieur correctement et peu après dit que le riz frit est prêt. Choi est surpris par le plat et commente que dernièrement, grand-maman Ariran a erré dans les rues. Il devient confus ne sachant pas qui est cette personne et explique qu'elle est une dame âgée qui ramasse du carton à proximité et qu'elle n'est pas bien mentalement, alors elle demande s'il l'a vue. Il répond oui, car la dame est passée devant le restaurant tôt le matin portant une écharpe même en été, et dit que la vieille femme a demandé un Ariran Express, mais confesse qu'il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Il dit qu'en fait, personne ne sait et croit que beaucoup de gens ont perdu des êtres chers et que beaucoup ne peuvent tout simplement pas passer à autre chose et finissent par devenir fous. Il se lève car il est temps de partir, et le maître de cérémonie lui demande de faire attention sur le chemin. Il imagine que le temps passe, mais que les événements de la vie d'une personne ne changent jamais. Après tout, ce monde porte une cicatrice du passé. Donc, les clients qui arrivent, comme la vieille femme, doivent tous vivre en portant leurs blessures. Et c'est tout ce qu'il a pensé à ce moment-là et l'a laissé passer. Il dit cela en regardant la belle pluie qui tombe ce matin-là. Le lendemain, le MC apparaît en se brossant les dents, et à ce moment-là, entend une conversation. En sortant de la salle de bain, il voit Can excitée car le bébé dragon était un peu différent. Elle commence à briller intensément jusqu'à ce qu'elle change de forme, mais c'est une forme étrange qui fait réaliser à Fairer et au MC que cela a échoué. Il demande s'il existe un moyen de se polymorpher également, et Fairer répond que oui. C'est difficile la première fois. Chulo se demande s'il doit habiller la nouvelle forme du bébé dragon et décide de la tester, mais réalise qu'elle est très grande. Et lorsqu'elle se polymorphisera complètement, elle aura environ 5 ans. Il abandonne presque, et une autre lueur commence à apparaître sur elle, et son corps commence à changer jusqu'à ce qu'elle développe des bras et des jambes comme si elle était vraiment un enfant. Le MC est surpris car la nouvelle petite fille court même, mais elle perd l'équilibre, et il l'attrape, rendant la petite fille heureuse de voir l'attention que le MC lui porte. Can devient jaloux, la prend dans ses bras et dit joyeusement que même s'il est tôt pour se promener dehors, au moins elle a réussi à se polymorpher. CHULO commence à se lever car il doit préparer de la nourriture et dit à son ami de chercher des vêtements appropriés pour Kul. Pendant ce temps, dehors, il pleut abondamment, et le MC sort avec un parapluie en pensant qu'il restait de la bavette et qu'il allait faire du porc aigre doux. Après être arrivé devant le restaurant, il remarque quelqu'un à proximité et réalise que c'est la dame. Elle le salue et lui demande si elle peut rester là un moment car il pleut abondamment. Il répond qu'il n'y a pas de problème et l'invite même à prendre du thé. Il commence à trouver cela étrange car la dame n'a pas utilisé les dialectes d'avant, et elle remarque qu'il est très attentif. Sans hésitation, le MC lui tend son parapluie en lui demandant au moins de l'utiliser, et elle le remercie et dit qu'elle le rendra en plus de demander s'ils vendent aussi du jangmyeon. Il est confus par cette demande et dit qu'il n'a pas les ingrédients, mais qu'il va vérifier. À cause de cela, il entre dans le restaurant, mais voit la dame partir sous la pluie et trouve tout cela très étrange. La pluie devient plus forte, et la radio annonce que pendant la saison des pluies, tout le monde doit être prudent avec les monstres aquatiques. Il donne le Kelpie comme exemple car c'est un monstre de niveau 10, et bien qu'il soit de bas niveau, il peut évoluer jusqu'au niveau 7. Pendant ce temps, dans le restaurant, quelqu'un frappe un verre de bière sur la table. C'était Eun qui a commencé à boire constamment après avoir visité le restaurant avec Gabi. Il voulait savoir comment traiter avec les femmes, et le MC y réfléchit car avant d'être invoqué dans l'autre monde, il n'était sorti qu'avec une seule petite amie. Le garçon dit qu'il va révéler un secret et révèle qu'il y a 2 ans, un boss caché est apparu dans un donjon nouvellement découvert, et Gabi l'a sauvé. Donc son type de femme est les plus fortes. Il conclut que les femmes fortes sont attirantes ainsi que gentilles et jolies. Le MC dit qu'il comprend et réfléchit qu'il était pareil car il ne cherchait que plus forte, plus douce et plus jolie. Y penser le rend un peu triste, et Eun revient à dire que, malheureusement, la passion est unilatérale. Et comme la fille est très vive et presque en pleurs, il dit qu'il aime les femmes qui le traitent durement. Mais d'un autre côté, Gabi déteste les mecs comme lui. Et donc s'il s'accroche un jour, ce sera sa mort. À cause de cela, il fond en larmes. Et sachant que le type idéal de mec pour cette fille est sans haut, et ne comprenant pas car les deux se disputent toujours, CHULO pense juste que le mage lancier est en effet assez amical. Le garçon termine en disant que c'est une autre affaire secrète, et le MC dit que ce n'est pas un problème car il ne le dira à personne. Il remercie et demande une autre bière, tandis que la radio annonce que les fortes pluies arrêteront les travaux sur la tombe du repos, et donc les visiteurs devraient l'éviter pendant un certain temps. Les deux se taisent, et le MC se demande quelle était cette tombe du repos mentionnée à la radio.
Le garçon répond que c'est un cimetière pour les victimes du passé car beaucoup de gens sont morts et récupérer les corps n'était pas facile. À ce moment-là, une femme entre dans le restaurant. C'est Yuna, considérée comme la reine des lames et une éveillée de niveau 2. Quatre yeux regarde en arrière et est terrifié par la femme qui le traite de bâtard, voulant savoir pourquoi il boit encore. Il la salue comme s'il ne faisait rien de mal, mais elle lui saisit la tête en lui disant de ne pas faire l'idiot car elle ne sait pas pourquoi il continue à sortir seul pour embêter les gens. Ensuite, avec ce regard, elle l'entraîne dehors, et tout ce que le MC peut faire, c'est lui demander de revenir en sécurité. Ils sortent sous la pluie, et le MC observe à quel point ils sont proches l'un de l'autre. Il se prépare à nettoyer le restaurant, mais commence à entendre leur conversation avec Un, voulant savoir pourquoi elle est apparue au restaurant pour venir le chercher. Elle répond qu'elle a reçu des ordres de ses supérieurs car les Kelpies apparaissent en grand nombre et sont plus violents. Après avoir entendu cette conversation, il ressent un mauvais pressentiment à ce sujet. La pluie reste forte à l'extérieur, mais à l'intérieur, le bébé dragon est dans le frigo et a faim. Le MC la prend par le bras voulant savoir si elle essaie de voler des ingrédients à nouveau, et il réalise que la petite fille ne peut toujours pas cacher sa queue et ses ailes. Kul ouvre un grand sourire, et le MC réalise qu'il devrait préparer quelque chose de délicieux pour elle afin de créer de nombreux souvenirs amusants. À ce moment-là, il entend un bruit dans le restaurant et cache immédiatement la petite fille en lui demandant de rester silencieuse, regrettant également que comme il n'y avait pas de clients, il ait baissé sa garde. Il va à la porte pour voir qui c'est et réalise que c'est la vieille dame. Elle demande combien de temps il faudrait pour qu'un bol de jiangmyeon soit prêt, et il répond que cela prendra malheureusement un peu de temps et lui demande d'entrer d'abord. Elle s'inquiète car elle est pressée, et il remarque une fois de plus son dialecte ainsi qu'une subtile différence d'apparence, et décide donc d'utiliser son œil de détection. La vieille dame a une bonne disposition, mais il n'y a aucune information sur la classe, la réussite de la classe ou la compétence acquise. Il conclut que la vieille dame est 100% civile et non une éveillée âgée, mais sur la note, il remarque qu'elle a la démence. Il réfléchit que beaucoup de gens ont perdu leurs proches, et certains esprits n'ont pas pu le supporter causant des dommages mentaux. Il sait tout cela car lui-même a aussi des cauchemars, et comme il sait qu'il ne peut malheureusement pas l'éviter, il ne peut que rendre l'appareil avec de la bonne nourriture. Une fois de plus, la vieille dame dit « Mon Dieu », car avant elle il y a vécu elle tout mignon. Mais sa queue était exposée, laissant la vieille dame effrayée alors qu'elle traitait ce qu'elle voyait devant elle, et tout ce que le MC fait, c'est transpirer froid en ne croyant pas ce qui se passe. Les deux se regardent, et après que la vieille dame ait demandé ce qu'elle voit, Chulo dit « Ce n'est qu'un enfant ». Immédiatement, la vieille dame prend le bébé dragon dans ses bras en l'appelant mignon et en disant qu'elle ressemble à son petit chien. Qu'il dit son nom, et cela fascine encore plus la vieille dame car la petite fille peut parler dès son jeune âge. À ce moment-là, Kan apparaît terrifié ne comprenant pas pourquoi sa petite sœur est avec un humain. Le MC dit que tout va bien et demande juste qu'aucun autre client n'entre. Ensuite, il se demande s'il devrait faire du jajangmyeon comme la dame l'a demandé et se souvient que dans le passé, c'était un plat courant que l'on pouvait trouver partout. Mais en ces temps difficiles, les ingrédients sont presque impossibles à trouver. Il sait qu'au début, il doit identifier le style japonais et le style chinois car il aura besoin d'une pâte de soja noir fermentée. Ensuite, il sait que le problème, ce sont les nouilles. Car bien qu'il y ait un magasin de nouilles, le stock est épuisé, il devra donc utiliser des nouilles instantanées frites. Il commence à préparer les ingrédients, puis fait bouillir les nouilles, laissant la viande sauter avec des oignons, et ainsi le plat jajangmyeon est prêt. Pendant ce temps, la dame joue avec le bébé dragon, et en voyant le plat, elle est émerveillée mais dit qu'elle doit se dépêcher car son petit-fils attend. Il comprend ce qu'elle veut dire, et après être retourné au comptoir, il prépare un film plastique autour du bol et lui demande juste de faire attention à ne pas le casser. En plus de le rapporter un autre jour lorsqu'elle passera devant le restaurant, elle le remercie une fois de plus du fond du cœur. Et après avoir remis l'argent, CHULO se demande que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un billet de 1001 car il est vieux et dit juste au revoir à la dame. Hariran apparaît au restaurant de temps en temps pour emporter ce plat, et il a remarqué qu'à chaque fois, la personne à qui elle donnait le plat était différente, et même les bols ne sont jamais retournés au restaurant. Mais il sait qu'elle ne les a pas pris exprès. À cause de cela, il a toujours commandé plus de plats jusqu'à ce qu'en quittant le magasin, il remarque quelque chose d'étrange à la tombe de repos et décide de voir comment c'est à l'intérieur. Après avoir marché un peu, il soupire car, comme il s'y attendait, les tombes de ses parents ne sont pas à cet endroit. À ce moment-là, il entend quelqu'un appeler l'attention d'Hariran, et elle se demande pourquoi on l'arrête, et tout ce qu'elle a demandé, c'était de donner de la nourriture à son petit-fils et à son mari. Le garde de sécurité lui demande d'être sérieuse car l'endroit est un cimetière et montre les innombrables bols sur la tombe, et il lui demande de ne pas apporter de nourriture à l'endroit car cela attirerait les insectes en plus de lui demander de ne pas dormir là car elle pourrait attraper froid. Il avertit une fois de plus d'enlever les bols où il le fera lui-même. Le MC écoute de loin et ne peut pas croire qu'elle vit à cet endroit dans une tente. De plus, il y a une photo de son mari et de son petit-fils, et la vieille dame soupire et se dirige vers la photo, et après l'avoir prise, ouvre un immense sourire.
Le MC pense qu'une personne ne sourit pas seulement quand elle est heureuse, mais aussi quand il est très difficile de ne pas pleurer. Il sait que les gens finissent par sourire car lui-même souriait souvent dans son passé, et c'est devenu une habitude. La nuit, la pluie revient, et CHULO est à la fenêtre avec Cule, s'amusant à regarder la pluie. Le MC dit à son ami qu'il devra bientôt acheter des vêtements pour le bébé dragon et lui demande de ne pas ouvrir la fenêtre car il pleut abondamment. Il abandonne presque mais sort en courant car Cule était en train d'ouvrir la fenêtre soudainement. Le MC commente qu'en effet, c'est un dragon bleu pour aimer autant la pluie. À ce moment-là, la radio annonce à tout le monde de faire attention aux kelpies en raison des fortes pluies. Il continue d'annoncer cette alerte tout le temps. Il l'entend et dit qu'il s'en va. Alors même s'il pleut, il va au balcon car il a un mauvais pressentiment et s'envole à toute vitesse. Tout en survolant la ville, il ne peut que penser à son sentiment étrange. Pendant ce temps, la vieille dame se retrouve devant la gare et se demande où elle est et voit que l'embarquement pour Gondo-Jacques est juste devant. Elle voit le train approcher jusqu'à ce qu'il s'arrête à côté d'elle. La porte s'ouvre, et elle est confuse de voir un homme avec un chapeau l'appelant à y aller. Elle sourit, pensant que l'homme est beau, mais dit qu'il ne peut pas cacher l'odeur du village. À ce moment-là, un petit garçon apparaît, et elle est heureuse de revoir son petit-fils. Mais quand elle se retourne vers son mari, elle est surprise car elle ne se souvient tout simplement plus de son visage, ses souvenirs commençant à s'estomper et le monde devenant flou comme une photographie floue. Elle se sent triste de ne pas pouvoir se souvenir et se voit dans un monde en noir et blanc. À ce moment-là, un monstre s'approche et entre dans la cabane où elle dormait. Le kelpie s'approche et ouvre sa gueule immense pour la dévorer. Mais d'un seul coup de poing, le MC explose complètement le monstre. Il fait cela en imaginant prédire le certain et le pire et en voyant les bols cassés. Il est heureux d'être arrivé à temps. À ce moment-là, CHULO entend des cris appelant à Riran, et à cause de cela, il se déplace à grande vitesse vers le ciel. L'agent de sécurité est confus puisqu'il a vu un kelpie. Le mage lancier s'approche et, après avoir pris une monostone dans sa main, confirme qu'il y a bien des traces de monstres dans ce cimetière. Et en voyant la taille de la flaque formée sur le sol, il pense que le monstre était géant. Il essaie de comprendre s'il s'agit de la force inconnue qui aide encore une fois et sans réfléchir. Il ordonne de déplacer la dame à l'association car d'autres monstres pourraient être dans les environs. Elle monte sur le dos du garde en pensant tout le temps à son défunt mari. Dans son esprit, elle pouvait visualiser le portrait, mais ne pouvait voir ni le visage de son mari ni celui de son petit-fils. La nuit, le restaurateur prépare des plats jusqu'à ce qu'Adiran apparaisse au restaurant. Elle dit qu'elle a de nouveaux plats car les anciens se sont cassés et s'excuse également pour tous les problèmes qu'elle a causés. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et remarque bientôt qu'elle porte de nouveaux vêtements et lui demande donc si par hasard elle va quelque part. Elle répond oui, et il devient pensif à ce sujet, lui demandant de prendre un repas avant son engagement. CHULO commence à laver la vaisselle et demande si du jajangmyeon serait un repas approprié. Elle répond que c'est parfait. Il imagine qu'il a assez d'ingrédients pour les nouilles puisqu'il utilisera des nouilles instantanées comme la dernière fois, et après avoir eu une idée, il demande si elle est pressée. La dame répond non, alors il lui demande d'attendre un peu. Immédiatement, il commence à pétrir la pâte et imagine que pour faire des nouilles étirées à la main, une longue période de vieillissement est nécessaire. Cependant, il ne peut pas aller aussi loin. Il sait que ce sera comme des nouilles calguksu et aura une meilleure texture que les nouilles frites. Après avoir terminé, il lui apporte le bol, et elle est impressionnée de voir le magnifique plat devant elle. Pendant un moment, elle reste sans voix et commence à raconter qu'elle était autrefois agricultrice et qu'elle a vécu une vie bien remplie. Son mari était une bonne personne et utilisait toujours le dialecte de la ville, alors elle l'a appris de telle manière qu'il est devenu son discours régional. De plus, une fois par semaine, elle allait se promener en ville avec son mari et son petit-fils pour manger du jajangmyeon. Elle est heureuse de ses souvenirs et dit que chaque fois qu'elle voyait son petit-fils manger, ils étaient heureux de simplement regarder. Et elle se lamente de ne plus pouvoir se souvenir des visages de son mari et de son petit-fils car ils semblent flous dans sa mémoire. Et même si elle ne veut pas oublier, elle continue d'oublier et avoue avoir peur. Soudain, qu'il apparaît en criant à toute vitesse, court vers la dame en l'appelant grand-maman. Elle demande la permission, en demandant aussi pour l'enfant, et il est heureux d'entendre cela, disant qu'il va le préparer immédiatement et apporte peu après un autre plat. Le bébé dragon demande à sa grand-mère de manger. Elle prend les baguettes mais reste immobile en regardant le plat. Cule demande pourquoi elle ne mange pas et, la bouche pleine de nourriture, dit que c'est délicieux. La dame est surprise de voir cela et avoue que le plat est en effet merveilleux. Après que les deux aient mangé, elle va voir le restaurateur et demande l'addition. Il lui demande si elle part déjà, et elle confirme car il est temps que son train passe. Il dit qu'il comprend et lui dit que le plat est offert par la maison. Elle ne comprend pas ce que cela signifie, et il explique que le restaurant offre toujours des repas gratuits à ceux qui partent en voyage. Ariran est surprise d'entendre cela, et avec un sourire sur son visage, remercie du fond du cœur, et quitte le restaurant pour continuer son voyage. CHULO regarde autant de personnes suivre leur propre chemin, et le chemin d'un père qui vit avec acharnement pour sa fille est comme le chemin de la retraite choisi par un héros vieux et fatigué. Il y a aussi un chemin d'amour pur parcouru par un homme qui est tombé amoureux, mais ce jour-là, c'est le chemin de la dame partant en voyage.
Et avec le bébé dragon, ils disent au revoir en regardant le ciel en attendant la prochaine fois qu'ils se reverront. Après cela, la dame se voit courir après le train, lui demandant d'attendre. Et même si ses chaussures tombent, elle essaie de comprendre pourquoi elle court après le train et, à bout de souffle, demande d'attendre 1 minute, devenant de plus en plus faible par manque d'air. À l'intérieur, elle voit des gens sourire, et Ariran remarque bientôt que sa première fille, son deuxième fils, ainsi que le plus jeune bébé, et même son petit-fils étaient là. Elle est surprise car elle se souvient de tout leur visage jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin la porte du train et, en regardant son mari, elle le reconnaît parfaitement. Il lui demande s'il lui est arrivé de traverser des moments difficiles, et elle, surprise, ouvre un immense sourire, demandant de partir déjà car elle ne pouvait plus attendre. En réalité, la dame était allongée sur le sol, et le garde du cimetière courait vers elle. Après s'être approché et avoir essayé de la réveiller, il se met à pleurer d'émotion, car même dans son corps sans vie, il pouvait remarquer l'immense sourire sur son visage et croire qu'elle était enfin partie dans le train dont elle parlait toujours. Il regarde sur le côté et se rend compte qu'une assiette de nourriture était sur la tombe de son mari avec un billet de banque et se demande si quelqu'un est passé par là. Le restaurateur volait dans la zone car il sait qu'il ne peut pas retenir quelqu'un qui a décidé de partir et avoue que s'il voulait prolonger sa vie, son pouvoir actuel pourrait facilement le faire, mais il sait que parfois vivre peut être cruel. Au même moment, dans le bureau de Séoul, Sanko faisait des dessins sur un papier, essayant de comprendre certains événements dans la ville, comme le cas de la mandragore à Belto. Il ne peut qu'imaginer qu'il y a quelqu'un qui fait des choses étranges dans la ville, et tout ce qu'il sait, c'est que c'est un être suprême qui dépasse l'imagination de tout le monde, mais qui est étrangement silencieux malgré l'absence de malice. À ce moment-là, il a une idée de qui cela pourrait être et pense à Jaguer, qui a disparu lors de la grande invasion il y a 10 ans. Cependant, il change bientôt d'avis car il a clairement vu l'éveillé ainsi que le monstre boss de niveau entrer dans le portail alors qu'il allait s'auto-détruire, et avec ce sacrifice a sauvé d'innombrables vies. Publiquement, il est l'un des 3 seuls éveillés de niveau 1 en Corée, mais ils savent que cet éveil ne peut pas revenir. Son hypothèse suivante est que l'association a quelqu'un d'éveillé au niveau 0, ce qui serait fondamentalement un niveau suprême. Il jette tous les papiers en l'air car il ne sait plus quoi penser et se contente de réfléchir au fait que depuis le début de la mine de pierre magique, des monstres classés de haut niveau ont commencé à sortir des donjons, et c'est comme si cela empêchait une grande invasion. Et il ne comprend pas pourquoi il s'inquiète de tant de choses. Il décide qu'il va s'occuper des questions les plus urgentes car il sait que le plus gros problème est un certain type, pointant du doigt le frère cadet de l'éveillé de niveau 1 Jaguer. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.